Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre célèbre, très célèbre rédacteur Geoffroy Barr. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je sais pas pourquoi tu fais ces intros célèbres. Non, il n'y a pas de... C'est toi, c'est toi la célébrité, la voix de l'ELMS. Oui, je suis la voix de l'ELMS, effectivement. Et dans cet épisode, eh bien justement, on va revenir sur l'épreuve finale de l'European Le Mans Series qui a eu lieu au Portugal sur un magnifique circuit très vallonné de Portimao. Alors comme vous le savez, dans l'Endurance Club, comme chaque semaine, on va vous donner des chiffres, des infos, des statistiques et des petits bonbons, voilà, pour vous régaler afin de vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous tant vibrer. Et donc au sommaire, eh bien c'est simple, les titres ont été attribués, les champions, les 4 champions sont connus dans toutes les catégories. Il y en avait déjà un qui était connu en LMP3. En tout cas, il reste très peu d'invitations désormais pour les 24 heures du Mans 2026. On y reviendra, Geoffroy. Ouais. Mais voilà, avec les titres qui ont été décernés en LMP2, avec une bataille à 3 qui a été vraiment exceptionnelle jusqu'au bout. En LMP2 Pro-Am, un duel qui finalement a tourné court et qui est allé dans le sens d'une équipe qu'on connaît bien. En LMGT3, il aura fallu attendre les 30 dernières minutes pour connaître officiellement le nom des champions. Et puis en LMP3, eh ben, confirmation de la domination de l'équipe CLX Motorsport qui avait déjà le titre en poche dès la fois dernière à Silverstone. Donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Même si on a des infos à donner en LMP3, je sais que ça va te plaire parce que c'est une discipline qui a de l'avenir. Voilà, je vous le dis. Ouais, avec le... Non, mais j'ai suivi un peu. Quand même. On m'a spoté dans le chat de la Michelin Le Mans Cup. J'ai regardé un peu. Bien. J'ai regardé un peu, en plus. Ouais. Ah, moi j'ai eu des problèmes d'internet, machin, pour suivre le chat et tout. J'avais pas capté que t'étais là, moi, tu vois, sinon je t'aurais cité. Et puis on terminera avec c'est quoi ton actu, évidemment, et la top question de la semaine. Alors il y a eu beaucoup moins de polémiques, hein. Là, la question était bien posée. Je me demande si tu vas pas les poser toutes les semaines. Tu as la top question ou tu me laisses la main? Parce que moi j'en ai une, au cas où. Ah bah non, mais je te laisse la main, Ok, bien sûr, évidemment. Ok. On a tout ce qu'il faut. J'aime bien parce qu'on fait en direct quand on enregistre les top questions. C'est parfait. Heureusement que tu es organisé. Tu gères les questions et moi je gère le reste. Ok, ça marche. Allez, bah je te laisse parler pendant Voilà. 40 minutes, du coup, vas-y. Allez, c'est parti pour le tunnel. Non, c'est pas vrai. Donc en tout cas, à Portimao, on avait quand même beaucoup de fans. Ils étaient quasiment 20 000 présents sur place. Mais c'est un chiffre un petit peu moins important que ce qu'on a l'habitude d'avoir en ELMS. Pourquoi? Parce que la course avait lieu le samedi. C'était un week-end un petit peu particulier qui s'est déroulé donc du, on va dire, jeudi au samedi. Et c'est vrai que pour les spectateurs, c'est peut-être plus difficile de se déplacer. Je sais pas ce que tu en penses sur les circuits le samedi plus que le dimanche. Et parce que voilà, on a un scénario un petit peu plus tardif que ce qu'on connaît d'habitude, puisque la course, heure locale, a commencé à 14h30 et s'est terminée à 18h30 pour le lendemain laisser place au rookie test et à la soirée de remise de prix. C'est un petit peu le même format qu'on a à Bahreïn en fait. Ouais, tout simplement. Ça. WEC. Bah, ça prouve que le LMS suit les mêmes, la même direction que le WEC. Voilà, ça. Il y a une convergence comme ça d'approche et c'est pas mal avec le rookie test. Bah, je sais pas si on en parlera un petit peu, mais avec les pilotes qui sont engagés. Si, bien sûr. Il y a à boire et à manger, quoi. Hein. C'est un peu, ça va un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est moins sélectif que le WEC, mais bon, c'est intéressant, quoi. Ah, alors attends, mais c'est pas du tout le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, en ELMS, les rookie tests, c'est à la fois des jeunes qui viennent peut-être d'une discipline différente, et puis d'autres où en fait, ils ont roulé dans l'année avec une équipe, et parfois, ils restent dans la même catégorie mais avec une autre équipe. Parfois, ils vont tester une autre catégorie. Enfin, c'est assez intéressant justement de voir ça, moi je trouve, pour avoir voilà, une diversité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce rituel, j'allais dire, d'avoir le rookie qui est choisi pour rouler en LMGT3 et celui qui est choisi pour rouler en hypercar. Ouais, là c'est beaucoup plus ouvert, ça que tu veux dire. C'est à la discrétion des équipes de ramener qui elles veulent, quoi. Complètement. Non, et on peut faire rouler 3, 4, 5 pilotes selon le temps qu'on a, quoi. Et mais j'ai vu qu'il y avait du... Enfin, c'est marrant, j'ai découvert l'existence du neveu Christensen. C'est ça, hein? Oui, Oscar, tout à fait. Je connaissais pas, je t'avoue. Donc, non, moi non plus. Voilà. Et le casque ressemble vraiment à celui de Tom. C'est vraiment, quasiment la même chose. Donc, tant mieux, c'est bien. Ouais, et puis j'ai vu qu'il y a plusieurs pilotes féminines aussi. Ah bon? Ouais. Moi, j'en ai vu qu'une, moi. Ah, je crois qu'il y en avait... Il y avait... y a pas deux frangines Alcabaisi ou un truc comme ça? Ah oui, je suis bête, mais non, mais bien sûr. Ouais. Ah non, mais moi je les oublie parce qu'elles étaient déjà là et donc du coup je savais même. Enfin, pour moi c'est normal qu'elles soient là, mais oui, t'as raison, bien sûr, bien sûr.
Donc bon, après on peut-être pas. Là, on est dans le détail du détail, le truc, le rookie test de l'ELMS de fin de saison. Non, faut qu'on revienne sur la Moi grande j'adore. course quand même. Oui, oui, non, mais bon, parlons de la course quand même. D'accord, allez, si tu veux. Mais bon, moi j'aurais bien parlé des rookie tests en long, en large, en travers. Mais, mais on va quand même s'intéresser à cette grande finale donc à Portimao. Cette grande finale qui a donc vu 4 nouvelles équipes invitées pour les 24 heures du Mans. Je vais les citer tout de suite, comme Ouais, ça au ouais, moins vas-y. on a les infos. Avec le titre en LMP2, et ils ont décroché le titre avec la manière, eh bien c'est VDS Spanis Racing qui sera donc aux 24 heures du Mans en compagnie d'Inter Europol Compétition qui termine vice-champion. Encore une fois, j'ai un petit surnom à leur donner, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, mais là vraiment ça leur va comme un gant, ce nom-là, parce qu'ils terminent deuxième encore une fois. On a Aub ITF qui remporte le titre en LMP2 Pro-Am et qui sera donc aux 24 heures du Mans. Et puis l'équipe TF en LMGT3 qui va pouvoir également Ouais. être présente. Donc ça fait beaucoup de TF, on y reviendra, mais ils seront en grande forme, C'est ces membres de l'équipe de Tom Ferrier, parce que au Mans, on va plus parler britannique que français bientôt. et ouais, et surtout TF enfin ils ont déjà eu des années où ils étaient quand même relativement bien présents, mais c'est vrai que là Oui, il y a un côté peut-être United grandes années parce qu'ils auront donc la Corvette et deux c'est vrai. voitures en LMP2 puisqu'ils ont eu deux invitations. Enfin, s'ils honorent deux invitations. Je sais pas si ce sera comme ça, mais Normalement, si, parce qu'ils ont gagné le Jim Truman ouais. Award en IMSA avec PJ Hayet. Ils ont également le Bob Hodkin Award avec Ore Fidani et l'équipe Awa Racing qui s'appellera 13 Motorsport, je crois. Il y aura aussi CLX Motorsport, évidemment, vainqueur en LMP3 qui a une invitation en LMP2. Comme quoi, le LMP3, ça fonctionne et c'est important, mon cher Geoffroy. L'équipe Porsche, sous réserve de l'engagement, on y reviendra avec les news WEC pour la fin de cet épisode. Il y a une invitation en hypercar qui est en attente. Et puis on a l'équipe Kessel Racing qui s'est imposée en GT World et qui aura donc son invitation en Hmm. LMGT3. Donc voilà, il nous reste plus que, je crois, 2 invitations pour les équipes qui sont engagées en Asian Le Mans Series. Alors, je rajoute un autre truc qui n'a rien à voir, mais je fais Ouais. Ah, tout de suite une d'accord, digression. digression. J'ai lu dans Auto Hebdo cette Top semaine. digression. Ouais, top digression. J'ai lu cette semaine dans Auto Hebdo que, enfin dans le numéro de la semaine dernière du coup, que du côté des organisateurs du Super GT, ils Oui. réfléchissaient, ils aimeraient, et il y a eu des discussions avec Pierre Fillon notamment lors de la manche de Fuji, ils aimeraient qu'il y ait une GT 500 au départ des 24 heures du Mans. Oh, ça serait génial. Donc, Le garage 56. exactement. Donc parce que en fait, elle est éligible dans rien, et potentiellement, je pense que si tu la laisses rouler, elle va aussi vite qu'une hypercar. Donc ça ferait un C'est peu mauvais clair. genre. mais T'imagines? bah oui. Victoire de l'équipe Nismo Bah non, mais avec c'est Benoît ça. Tréluyer, avec Matsuda. Donc, mais en tout cas, apparemment, il y aurait un projet ils se rendent compte que ça commence à péter même là-bas. Ils vont passer, j'ai cru comprendre, à un manufacturier unique par Ah, catégorie. oh là là, Bah ouais, alors quel que là-bas, dommage. c'était Les vraiment le pneumatiques. championnat dans Bah lequel il y oui, avait la guerre des pneumatiques. Enfin, c'était un peu emblématique de leur. Voilà. exactement, exactement. Donc, Et t'avais des manufacturiers qu'on voit pas ailleurs d'ailleurs, parce que tu vois, Yokohama était super ouais, bien impliqué, sûr. t'as Bridgestone Bridgestone, ouais. Michelin, face à Michelin, Dunlop. enfin c'est Ouais. c'est génial. Dunlop encore, enfin, sous le nom Dunlop, quoi. Et, Ouais, et donc voilà, bref, ils vont passer à ça. Ils ont figé les règlements pendant quelques années pour pas qu'il y ait une course à l'armement, notamment aéro, etc. Mais ils se rendent compte que bah, ils sont comme tous les championnats, quoi. Il faut un peu, tu vois, faire des coups médiatiques ou avoir un truc qui attire la lumière. Et donc apparemment, il y aurait cette idée, quoi. comme ils avaient fait avec le DTM, justement, Ouais, où ils avaient fait une course commune ouais, à l'époque. C'était génial, enfin 2 courses même ouais. d'ailleurs, une en Europe et une au Japon. Après, c'est le mariage un peu loupé quand même avec le DTM, mais Bah malheureusement, moi j'y avais cru hein, à moi aussi, l'époque, hein, moi mais aussi. là... Mais en tout cas, voilà, Et je donc voulais y ça croire. peut être intéressant. Et moi, j'adorerais qu'on ait tous les ans. En fait, ce qu'il il a le promoteur, alors j'ai oublié son nom, mais le promoteur organisateur du championnat expliquait que lui, dans son idée, il aimerait bien, pourquoi pas, que tous les ans, le vainqueur du GT 500 participe aux 24 heures du Mans, quoi. Et moi, je trouverais ça Pas génial. mal. Je trouverais ça Ah génial. bah Tu, oui. tu, tu lui crées une catégorie sur mesure. Je veux dire, au Mans, on est habitué au truc à tiroir, tu vois. On peut créer une catégorie juste pour eux. T'en ramènes deux. Tu fais pas qu'une bagnole, quoi. Hein. Faut pas non plus être. Mais Ah, on ce en serait bien. ramène deux du Japon et qui ne peuvent pas jouer pour la victoire au général, mais qui auraient leur propre catégorie. Et moi, j'adorerais ça. Ça serait trop bien.
Mais en vrai, ça pourrait être aussi des concurrents de GT300. Enfin, tu vois, on le fait Oui, avec le oui. GT World, pourquoi pas. Ouais, ouais, bah ça serait une bonne idée de Masaki Ça, Bando, justement, le promoteur du championnat. Ça serait intéressant. ça arrivera quand tous les constructeurs en hypercar se seront barrés, t'inquiète pas. Ça arrivera. Oh non, Ouais, mais c'est pas vrai. Ah ouais, tu crois? Tu crois qu'on aura ça? Quand il Bah, c'est faudra en remplir les 2042 grilles, quand alors. il faudra remplir les grilles, tu les revois les années 95, 96, tout ça, quand il fallait bien Avec remplir les grilles. WM et tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, venez avec votre crémaire là, ouais, ouais, voyez. Ouais, on a On la met coupé en le quoi? châssis Je là. la prends en quoi? LMP1, en WSC, en je sais pas, allez-y. Ah, ça sera Allez, pareil. en GT prototype. Ouais, ouais, c'est nickel. Allez, Non mais ouais, en tout cas voilà, donc avec en monoplace moto. On la met, on la mais met dans une c'est catégorie. marrant parce que voilà, ça veut dire que tu vois, enfin comme tu disais, là on est dans un truc vraiment depuis des années où voilà, on distribue des invitations 24 heures du Mans. Là, c'est ce qu'on vient d'évoquer avec le LMS, l'IMSA, etc., les différents champions. Mais c'est bien, moi ça Mais j'aime bien. Je trouve j'adorerais ça aussi que ça vraiment vienne intéressant. comme ça un peu d'autres. Bah, l'ouverture avec le GT World, elle est plutôt bonne. Alors nous, on couvre pas du tout le GT World, enfin peu avec l'Endurance Club. J'avoue que oui, on a plus une On attirance. est moins spécialiste. Ouais, ouais, on a Bah non, plus mais une on est moins attirance pour spécialiste. le multicatégorie prototype GT plus que les séries GT World. Mais Bah, en même temps, c'est pas de l'endurance le GT World. Enfin, je veux dire, à part le GT Endurance évidemment, mais sinon il y a le sprint, donc ouais. c'est difficile aussi. Mais non, mais après on l'a fait quand même. On a quand même couvert aussi les 24 heures de Spa. Enfin voilà, on suit. C'est Mais je vrai. trouve que c'est intéressant qu'il y ait cette passerelle et qu'on ait ça avec différents championnats et que Le Mans soit un peu la grande fête qui permet de réunir tout le monde. Bon, même si le super, ouais, je sais pas. Moi j'aime C'est un bien peu cette idée en l'idée. tout cas. Je vais suivre de près ça. Ah, bon, bah très bien. Alors, je te laisserai suivre pendant que moi je reviens sur ce qui s'est passé Vas-y. en LMP2 avec finalement, eh bien, deux vainqueurs seulement au général de la catégorie, j'entends, avec IDEX Sport Genesis Magma Racing qui a 3 victoires et puis VDS Panis Racing qui a 3 victoires également. Je vais ajouter, Ouais, quand allez, même. quand même, Ouais. je vous connais les puristes, Oui. évidemment, l'équipe AF À Corset qui a Barcelone. gagné au Bah oui. général à Barcelone, bah oui, Ouais. mais elle est engagée en LMP2 Pro-Am. Donc voilà, on va dire 3 vainqueurs au général en 6 courses, mais si on s'intéresse que à la catégorie LMP2, il y a vraiment eu 2 équipes qui étaient au-dessus et une troisième qui est venue donner son grain de sel ou mettre son grain de sel, et elle a bien fait. C'est une équipe polonaise, l'Inter Europoulidor Compétition, qui arrive donc pour la 5e fois consécutive en 2e position. Mais tant mieux, parce que cette 2e place, au général, les 2e places sur le podium, elle prouve évidemment qu'elle est constante, cette voiture numéro 43, et surtout, ça suffit pour aller aux 24 heures du Mans. Et comme cette année, ils ont juste gagné les 24 heures du Mans, bon, ils veulent bien faire 2e tout le temps en ELMS, hein, je pense. Hein. Alors, change pas trop le nom de l'équipe quand même parce que t'as Ah, eu un invité en cabine, je vais pas le citer, mais qui a appelé l'équipe, il l'a Interpol. appelé Interpol, ouais. C'était assez sympa. J'ai eu peur, il y avait des gyrophares dans la cabine. Mais alors, moi j'aimerais bien avoir ton. Bon, c'est un épisode de LMS, hein, je vais pas me cacher, Oui. je suis moins spécialiste que toi évidemment. Donc c'est Oh plus. là Non, mais c'est là. vrai, on va inverser, c'est moi qui vais animer, c'est toi qui vas faire le consultant. Oh là. Oh punaise. Non, mais j'aimerais bien que tu racontes un truc, je sais pas si tu peux le dire, mais je crois que c'était en début de saison, tu m'as dit, Ouais. c'est VDS Panis Racing qui va gagner. Tu me disais ça en off, hein, peut-être que tu l'as dit dans un épisode, mais en tout cas, tu me disais, dans le paddock, les infos, les échanges qu'il y a avec les gens, les observateurs, tout le monde dit c'est eux qui vont gagner en fait. Ils ont tellement, ils Ouais. ont tout, l'équipe, la structure, ce Les double, pilotes. les pilotes bien sûr, mais aussi ce double côté expérience de Panis Racing, la gestion, enfin l'apport belge aussi avec VDS, enfin bref, Ouais, tout ouais. est là. Et finalement, ça a mis du temps à démarrer. Enfin, ça n'a pas marché dès le début forcément. Mais au final, c'est eux qui s'imposent. Toi, c'était un peu logique. Enfin, selon toi, tu m'avais vraiment dit rapidement, Ouais, ouais. ça semble Mais, non, naturel mais que je ce crois que je l'ai soit eux, pas quoi. dit en épisode. Ouais. Non, mais je l'ai pas dit en épisode parce que je commence pas à me mouiller d'entrée de jeu. Mais oui, oui, ils avaient, je pense franchement, clairement trouvé quelque chose dès le début. On a senti dès les tests de pré-saison à Barcelone, il y avait 2 dixièmes dans la voiture en leur faveur, franchement. Et après, au fil de l'année, l'équipe d'Export Genesis Magma Racing a réussi à retrouver un peu Ouais. et de performance, j'allais dire, ou en tout cas de barrer la route sur la stratégie avec notamment Merlin, l'ingénieur enchanteur de chez Genesis Magma Racing, Mathieu. Et grâce à cette stratégie, ils ont réussi à se défendre et à faire de bons coups d'éclat. Notamment C'était le Silverstone. cas.
Ouais, à Barcelone, au Castellet, tu vois, Silverstone, ils ont réussi aussi à profiter en fait des mésaventures de VDS Panis Racing parce que j'ai quand même tendance à penser que cette année, c'est plus Panis Racing qui s'est fait attendre, entre guillemets. Parce que normalement, à Spa ou à Silverstone, ça aurait dû être réglé un peu comme Oui, oui. CLX en LMP3, si tu veux. Parce que Barcelone, il termine 2, ça a été une belle lutte, mais ça a vraiment été à la stratégie qu'il exporte Genesis Magma Racing d'entrée a pris l'avantage. Ça s'est pas joué à grand chose, mais voilà, il y avait la position sur la piste qui comptait. Au Castellet, petit problème mécanique, pas grand chose, mais qui fait perdre beaucoup de temps au stand pour l'équipe VDS Panis Racing qui marque que 8 points. À Imola, il gagne face à Idexport Genesis Magma Racing qui en plus se sort. Spa-Francorchamps ils ont dominé. Silverstone ils dominaient tout jusqu'à ce qu'il y ait un full course yellow pardon, et qu'ils doivent faire un emergency pit stop et que Oli Gray passe au rouge et que enfin tu vois Mhm. ils se sont pris les pieds dans le tapis mais pas de leur faute en fait, ça a été vraiment sur le déroulé. Et puis à Portimao, bah voilà, carton plein, quasi parfaitement géré ce week-end, sauf pour la pole. Voilà. Mais ça, Ouais. c'est pas très grave parce que ils ont fait une seule pole position finalement à Silverstone, mais qu'importe. Parce que finalement, contrairement à d'autres équipes, je pense à Iron Lynx par exemple, qui eux avaient le rythme sur un tour, avaient moins sur les longs relais, alors que VDS Panis Racing avait vraiment le rythme, Oui. et avec les trois pilotes encore une fois, parce que quand tu as un Oli Gray, un petit peu comme, tu sais, on le dit à chaque fois, mais une saison de LMS, franchement, je vais pas dire que ça se joue que au pilote Silver, parce que ça serait une bêtise, mais quand même, si tu as un bon pilote Silver, je pense que tu as un bon atout dans ta manche. Mhm. Et là, avec Oli Gray, c'était quand même pas mal, parce qu'à chaque fois, si tu remarques, sur les premiers relais, il peut partir 5, 6, 7, 12, 25, 32, il sera premier ou quasiment à la fin de son relais. Et ça met les choses en place pour Esteban Masson ensuite et pour Charles Minesi. C'est un trio de folie en fait que VDS Panis Racing avait. Et on rappelle quand même que c'est TDS Racing qui est Oui. derrière avec Xavier Combet, Jacques Morello et Mathilde Mocry. Bon, bah là, je crois quand même qu'ils ont montré qu'ils avaient le potentiel. Enfin, j'adorais Tech 1 et Tech 1 avec Simon et Sarah Abadi, franchement exceptionnel. Mais c'était pas pareil que TDS Racing. Je pense que TDS, ils ont tellement d'expertise, ils ont gagné dans tous les championnats dans lesquels ils se sont engagés. C'était, je dirais pas écrit d'avance, parce que je m'attendais pas à ce qu'il exporte Genesis Magma Racing soit aussi bien, mais ils avaient quand même un bel avantage. Bah écoute, t'as très bien résumé. Oliver Gray, meilleur pilote silver du week-end, si on regarde les performances sur le Paypilar et sa constance. Ouais, bah d'ailleurs, Devant tu vois, Mathis Jobert, devant Pedro Perino et puis devant Massimo exactement. Capieto. Enfin en fait, Capieto qui a un Alors peu j'allais te dire, décroché. Mais c'est lui qui... Enfin, bah si, mais Capieto il fait non, souvent de la merde un peu, non? Il fait souvent des non, je erreurs, suis pas non? d'accord. Non, au contraire, ça passe complètement inaperçu. J'ai parlé avec lui Ah à ouais? l'aéroport hier. Et Monsieur Jonas Reed qui fait un peu de la merde sur la 9. bah, Jonas Reed, c'est pas le meilleur pilote de l'équipage, on est d'accord. Mais tu vois, moi je mettrais Matteo Capieto avec Oli Gray et un tout petit cran en dessous de Mathis Jobert, mais vraiment pas grand-chose. Et non, il a fait une erreur dans l'année et malheureusement elle s'est vue. Et ça a été à Portimao. Mais en fait, elle a pas d'incidence. Hmm. Et il a perdu quoi? 4 secondes? Ouais. Ouais, c'est rien. Est-ce qu'on se souvient qu'au Castellet, il avait Ah 10 ouais. secondes de retard sur ses adversaires et il replace la caisse 20 secondes devant? Tu vois, ça, on s'en souvient Ouais, bien pas. sûr. Parce qu'en fait, la voiture, eh ben, au moment où Matteo Chiroli prend le volant, il y a une partie de la fusée avant droite qui casse et la roue se barre. Ils étaient en tête, ils gagnaient la course. Tu vois, donc il y a eu des moments ratés comme ça où Iron Link, moi je pense vraiment qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Ils ont montré quasiment toute la saison qu'ils étaient au rendez-vous. Il y a comment peut-être vous avez un tout petit peu moins de perf et puis ce week-end à Portimao, mais sinon ils ont vraiment été au rendez-vous et c'est vraiment un rendez-vous raté. Je pense qu'ils se seraient battus avec VDS Panis Racing et avec Idexport Genesis Magma Racing. Je pense, en tout Tu cas. fais bien de me corriger. Parce que, tu sais, non, mais on Non, en avait non, parlé. Non, mais non, si, mais si, c'est on en avait important. parlé sur le. Je crois que c'était en début de saison, là. Où j'avais dit que, à chaque fois, on a tendance à se souvenir effectivement, des conneries, des sorties de piste, des crashs, et à juger un pilote sur Eh ça. ben Ou oui, en tout cas, en se disant. Bon, il y en a qui ont quand même un background, je veux dire, José Maria Lopez, on peut quand même. Voilà. Mais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. c'est vrai. Mais c'est plus dur, mais c'est un vrai effort cérébral, je pense, hein. Enfin, je suis pas. J'ai pas fait d'analyse là-dessus, mais Non, mais je le attends, mais constate, bien c'est un sûr. effort cérébral de se souvenir des perfs alors, je parle pas des perfs. Ah oui, Kobayashi c'est le plus rapide au Mans. Oui,
Sarrazin a fait je sais pas combien de pôles, André Lauteur ça d'accord, mais il y a des choses marquantes ouais, voilà. quand même, tu vois. Charles Milesi, ce qu'il a fait à Fuji, c'est marquant. Ok, ouais, alors, mais c'est vraiment des trucs très, tu vois, c'est très pointu, très précis, et il faut... Esteban Masson, si tu veux. C'est difficile de les garder en tête. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de les garder en tête dans la durée, alors qu'évidemment, un beau crash de José Maria, je l'ai tout de suite en tête, tu vois. Ah bah oui, et puis Dani Juncadella qui s'y met bien comme il faut tout seul à Imola, qui fait perdre 25 points à l'équipe Idexport, ça tu l'as bien aussi. Ouais. Et ça se joue à 2 points, la deuxième place. Idexport, Genesis Magma Racing, ils étaient P2 normalement, sans trop forcer, tu vois. Enfin, sans trop forcer. Pas sans trop forcer, mais voilà. Mais il a fait une erreur dans l'année, Juncadella. Bon bah c'est dommage, ça la met dans le bac. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est très très compliqué en fait. Et puis pareil, il y a eu la pénalité à Spa qui en fait est ajoutée après la course. Et donc du coup, si ça avait été pendant la course, je pense qu'ils auraient pu au moins marquer 1, 2 ou 4 points. Et ça aurait changé la face des choses. Là, ils sont 3e, il manque la place au Mans pour une pénalité pour s'être arrêtés au stand à 2 secondes près. Alors qu'ils étaient committed, ils étaient engagés dans la voie des stands. Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. Mais tu vois, donc une saison, ça bascule à pas grand chose en fait finalement. Et donc VDS Panis Racing, mais ils avaient cette satisfaction là, d'avoir du rythme et d'avoir surtout 1 ou 2 dixièmes de marge sur leurs adversaires. Et ça, bah, en fait, t'es vachement serein. Quand tous les autres se battent au millième, toi, t'as 1 ou 2 dixièmes d'avance, bah, ça te permet de pas prendre tous les risques à chaque fois. Et t'es vraiment confort. Mais tu vois, par exemple, pour parler des performances individuelles, Esteban Masson, ça passe quand même relativement inaperçu à chaque fois, alors qu'il est tellement solide, mais parce que Oli Gray le met en bonne position et Esteban Masson en fait il gère dans son relais. C'est pour ça que sur le B-Pilar, comme me dit Maxime Martin, parce que je vous conseille d'écouter le podcast, il est sorti, Maxime Martin, il est sorti. Donc Bahreïn, Mercedes gagne, je vous le dis. Vous l'aurez entendu ici. Non, et donc ce qu'il me dit Maxime, et d'ailleurs c'est pas le seul, et ce week-end j'en ai parlé, et c'est bizarre, mais j'en ai parlé avec d'autres pilotes qui eux m'ont dit la même chose sans avoir écouté le podcast. En fait le B-Pilar c'est un petit peu biaisé parce que Esteban Masson, lui, son objectif, c'est d'être en tête quand Oli Gray met la voiture 48 en première position, mais de pas creuser l'écart complètement non plus, parce que sinon il va flinguer ses pneus, il va trop consommer et ça sert à rien. Donc lui, il est dans une phase où si on lui demande d'attaquer, il peut, mais sinon il va maintenir ses 5-6 secondes d'avance sur ses adversaires. Après, tu sais, alors, je suis d'accord avec ça. Ce qui est marrant, j'avais un pilote, je vais pas le citer, mais j'avais un pilote qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit, en fait, quand tu regardes des feuilles de temps, que ce soit séance d'essai libre, qualif, course, etc., oui, tu peux avoir une photographie à un moment. Là, avec le B-Pilar, tu as une analyse, puisqu'il prend donc les meilleurs tours. Bien sûr. En fait une moyenne. Mais sauf que, en fait... Comment tu veux comparer le mec qui fait le premier relais avec le mec qui fait le dernier relais et qui va tout donner et qui va pousser? Justement, c'est ça. Le pilote dont je parle, il me disait, mais il me dit, tu vois, par exemple, les séances d'essai libre, je suis jamais devant. Mais parce que je roule avec des pneus, tu vas reconnaître qui c'est. Parce que je suis toujours avec des pneus d'étrain usés, j'ai jamais eu de balle neuve de la saison. En qualif, on me donne pas l'occasion de le faire, donc de toute façon, je peux pas briller. Donc, en fait, cette saison, j'aurais aucune pole à mon palmarès, mais parce que c'est pas à moi de le faire. On laisse le faire parce que lui, c'est le jeune, parce qu'il faut qu'il brille et machin. Et puis en course, on me file le relais du milieu. Ouais, c'est consistant. Enfin, c'est pas le consistant, mais c'est le côté un peu. Tu t'as pas 50 000 dépassements à faire comme au début. T'as pas trop la fin, le côté pareil, aller chercher le truc. En fait, tu fais le relais de gestion qui est souvent pété par des drapeaux jaunes ou des safety cars, on va pas se mentir. Donc en fait, tu brilles pas, quoi. Donc tu fais un week-end, voilà, t'as fait ta saison, mais on va pas parler de toi en super bien, alors que c'était un des meilleurs pilotes du plateau en ELMS il y a quelques saisons. Et en fait, je comprends ce que dit Maxime Martin. Après, les pilotes qui disent ça, c'est aussi parce qu'eux, ils ont leur réalité. Ils se disent, ouais, mais ce week-end, on n'a pas trouvé les réglages. Donc oui, c'est facile de comparer les performances du pilote, mais ça dépend vachement de la caisse. En fait, tu vois, c'est aussi pour ça, il y a plein de paramètres, quoi. Non, mais attends, c'est pas des excuses qui se trouvent parce que surtout lui, il a pas besoin. Pilotes. Non, mais c'est ça. En fait, si tu veux, c'est dans la lignée des Henri Pescarolo. Je veux dire, c'est ce qu'il me dit dans mon podcast, où il dit, mais il faut savoir se sacrifier parce qu'une course d'endurance, ça se gagne pas sur un seul tour, ça se gagne pas en faisant une performance de malade et tout. Parce qu'en fait, le pilote qui va vouloir se montrer et ralentir, tu vois, sur 2 tours, faire redescendre un peu les pneus en température et pousser et faire le meilleur temps pour être au-dessus du B-Pilar. Moi, j'en connais des profils comme ça. C'est ce que j'allais dire. Maxime Martin, je pense pas qu'il ouvre le B-Pilar le lundi matin en se disant, yes, je suis premier des pilotes. Mais
arrêter. Il en a rien à faire. Vraiment rien. Mais de toute façon, tu sais quoi? On m'a montré, en fait, cette discussion-là ce week-end, elle fait suite à Petit Le Mans. Et on l'avait souligné dans l'Endurance Club. Il y a un pilote qui a roulé dans 2 voitures. Il est 2e et dernier. Ouais. C'est le même Ah bah pilote. oui. Il a juste fait un relais au début et un relais à la fin. Il a roulé 12% pareil. C'est Lorenz Vanthoor. Donc Lorenz Vanthoor, il est à la fois très bon et à la fois nul. Bah non, en fait c'est juste que dans une, il a pris des pneus qui étaient pas bons et dans l'autre, il était dans une phase de course où on lui a demandé d'attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est exactement là où les pilotes comme Maxime Martin et d'autres que je ne citerai pas et qui m'en ont parlé sont confortés dans leur idée. C'est vraiment avec le B-Pilar de Petit Le Mans que vraiment on voit toute la Ouais, c'est vrai. difficulté de C'est vrai. lire des statistiques pures, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. J'avais pas fait le lien, mais effectivement, le fait que Tu Vanthoor a vois? fait les deux. Ouais, non, mais carrément. C'est intéressant. Et c'est venu vraiment dans la discussion de par ce B-Pilar-là. Et il dit, bah, tu vois, ce que je te disais il y a quelques temps, voilà, bah, là on l'a, c'est la confirmation. Et il y en a certains qui vraiment, moi, me parlent du B-Pilar en disant, ah, t'as vu, là, je suis ici, je suis là. Et je sais que c'est le genre de profil qui vont tout donner, au résultat de la course. Ils Ouais. terminent 5, 6, 7, Après, parce qu'ils se sont écroulés à un moment donné et ils ont donné la caisse à leur équipier, bah, pas dans une bonne position, pas dans une position idéale, parce qu'ils vont faire une petite connerie parce qu'ils vont aller chercher les derniers dixièmes, alors qu'en course d'endurance, c'est pas toujours oui. ça. Ça peut, hein. Après, quand même. Louis Delettra, quand tu lui demandes d'aller vite dans le dernier relais, il sait le faire, hein. Il nous l'a montré quand il n'était pas engagé en LMP2 Pro-Am, mais en LMP2 tout court. Je peux te dire que le relais avec des pneus qui ont 72 000 tours et où il a très peu d'essence, mais où il faut qu'il aille chercher le chrono sans prendre les vibreurs. Punaise, il m'a impressionné plus d'une fois, hein, quand il était chez Prema, quand il était Oui. chez TF justement, et puis chez WRT. WRT. Ouais. Et, Après, et d'ailleurs, c'est pas étonnant. Combien de titres il a? 4. Il en est à 4 ou C'est 5 4. titres depuis C'est 2021. 4 titres en 5 saisons. Bon, celui-là, il est pas au général, mais ça fait 4 titres, ouais. Mais oui, mais non, mais Mais il est quand même je là, quoi. pondère quand même, puis après on va passer à autre chose, mais il y a quand même un peu plus ce côté lisible et utilisable du B-Pilar, enfin de la performance indice, parce qu'on dit le B-Pilar, il y en a qui savent même pas ce que c'est. Vous tapez B-Pilar dans Google et vous pourrez trouver le document. Après chaque course d'endurance, il y a, je sais même plus qui fait ça, mais il y a un PDF qui résume les chronos des pilotes, etc. Je vous mettrai les liens sous l'épisode YouTube. Mais tu vois, je pondère quand même, pour les pilotes gentlemen, ça reste quand même un élément. Pourquoi? Parce que Ah, ça, je suis les d'accord. gentlemen, ils sont souvent dans la bagnole. Je prends une manche, on va prendre une manche LMS, Portimao. Souvent, les gentlemen se retrouvent dans la bagnole au même moment, et donc ont les mêmes Ah, ça, je suis conditions de d'accord. piste, et ont à peu près le même temps de Ok. roulage qui est encadré, hein. Donc finalement, là, la perf, tu peux beaucoup plus la comparer. Et Ok. moi, Et ben là, je suis d'accord. j'avais des Mais pilotes tu qui me sais, il faisaient ça. faudrait faire. J'avais des pilotes, tu vois, bah, tu sais, j'en Bah parle oui. souvent à Ine Hansen notamment. Lui, il me disait, mon but, c'est Ouais. d'être le meilleur gentleman, en fait. Il dit, les autres, je regarde même pas les autres. C'est comme si c'était dans une autre catégorie. Moi, je veux pas aller me battre avec Oui, Tom Dillman ou avec Charles mais là, Milesi, tu vois, aucun intérêt. là, je comprends. Voilà. Non, mais là, en plus, je comprends d'autant plus qu'ils ont vraiment à chaque fois l'obligation de partir Ouais. et de faire le premier relais. Donc, ils ont parfois, pour certains, le clean air, etc. Parce que à Portimao, c'est un circuit où vraiment ça compte d'avoir le clean air. Donc, Oui, si bien sûr, t'es bien sûr. très rapide mais que tu pars 8, bah, en fait, ça va être une galère dans ton relais. Et tu n'auras jamais eu. Donc là, il y a le pourcentage aussi. C'est pour ça qu'on peut pondérer sur ce document qu'on appelle B-Pilar. Il y a le nombre de tours en clean air ou pas. Et là, tu vois, tu peux un peu pondérer. Mais je dis pas que c'est pas inintéressant. Mais nous, journalistes, on aime bien. C'est ce que Maxime Martin me disait. Mais il m'a fait ouvrir les yeux vraiment là-dessus. Parce que c'est sûr que moi, je regardais peut-être un petit peu trop le Comme une B-Pilar vérité, ouais, comme un pour truc comparer. absolu, quoi. Ouais. Oui, ouais. Et tu vois, et c'est rigolo parce que la discussion qu'on a eue avec plusieurs pilotes ce week-end, mais en fait, il me disait pour la plupart, ben, tu vois les équipes qui regardent le B-Pilar et des équipes qui ne le regardent pas. Mm. Et c'est vrai, sur le choix des pilotes, incroyable. Là aussi, j'ai ouvert les yeux, tu vois. C'est vraiment, vraiment des équipes qui vont faire le choix de pilote parce que sur le B-Pilar, ils sont toujours au-dessus, machin. Mais en fait, en course, ça marche pas trop. Ils se tirent un peu dans les pattes quand ils sont en équipe. Alors que d'autres ont plus la vision globale. Voilà. Bon, voilà. Donc, Donc, en tout cas, voilà, c'est on intéressant en aussi. tire les conclusions. Vu le classement du B-Pilar de ce week-end, donc Théo Pourchère est un très mauvais pilote. Louis Delettra est largué complètement aussi. Lorenz Heur, Dan Cameron. Il aura jamais. Et voilà. tu sais quoi? Neil Jani, Moi, je ça pense que gagnera Louis jamais Delettra, le il Mans. aura jamais de titre. Neil Jani, ça gagnera jamais le Ouais. Mans non plus. Ah, largué. Jamais. Ouais. En tout cas, tiens, tu parles de Théo Pourchère. Les deux APR se sont pris les pieds dans le tapis, hein, ce week-end, là, vraiment, à domicile. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent d'excellentes perfs et qui Ça leur d'ailleurs réussit bien en plus décrochent d'habitude. un Ça leur titre. réussit bien les courses à domicile.
Bah ouais, c'est vrai, je me souviens qu'il y avait un Ouais, podium de ouais, Sofia c'est ça. Flörsch il y a quelques Avec années, Ben en Viscal, je crois. 2022, je Ouais, crois. Ben Viscal aussi. Ouais. Exact. Et là, en fait, Théo Pourchaire s'est craché aux essais. Alors, il y a deux théories, hein. Il y a une théorie où je pense que les haters de Théo Pourchaire disent il est parti en pneu froid, les pressions n'étaient pas là, ça a bottomé. Du coup, au virage 9, il y a beaucoup de boss. Il a pris le vibreur, il est parti en travers et directement dans le mur. Bon, ça, c'est une théorie. Ça me paraît quand même bizarre que Théo Pourchaire se fasse piéger comme ça parce que c'est pas un perdreau de l'année Non. et c'est pas un pilote Ouais. kamikaze. Et deuxième possibilité, il y a eu un petit problème à la suspension arrière qui l'a envoyé en travers. En fait, il y a eu un coup de raquette. On n'a jamais vu l'image, mais on a vu que les traces sur le sol faisaient que la voiture partait. C'est un virage à Ah, gauche, le ouais. virage 9. C'est en compression. C'est vraiment une cuvette. Et en fait, la voiture est partie à droite Ok. directement et il s'est retrouvé dans le mur. Donc, j'opterais plutôt pour la rupture de Ouais, suspension, défaillance mécanique, mais il y quoi. a aussi la Hmm. théorie. Il y a aussi la théorie du fait que les pneus sont froids, donc pas forcément en pression, donc les pneus pas gonflés comme il faut, donc plus proche du sol, donc bottoming, et au moment où ça tape, hop, ça envoie la voiture dans le mur. Bottoming, Donc voilà, vous ça ferez. talonne, quoi. C'est ça. Ça tape, Ouais, quoi. voilà, Hmm. exactement. Ça talonne, et en fait, à force de talonner, ça entre en Hmm. vibration, et bah, à un moment Ça donné, peut entraîner une l'adhérence se casse, ouais. perd, parce que la voiture saute, Ouais, tu vois. Vous avez l'image, vous avez l'image. on a l'image. Et donc, voilà. Ok. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Avant qu'on enchaîne peut-être P3, moi je voulais dire que je suis content de cette saison. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, Oui, répartition des victoires à égalité ou presque, on va mettre de côté cette victoire à F Corset de ouais. Barcelone, mais répartition des victoires VDS et Genesis Magma Hyundai Racing by Idexport. Je suis content parce que tu vois, on a eu. Les championnats sont décidés à la dernière course. On a eu une Oui, répartition des victoires, on n'a pas eu une saison de domination, on n'a pas eu non plus une répétition de un vainqueur différent à chaque fois qui rend le truc assez difficile à lire quand même. Et je trouve qu'il y a eu un ça on est bon d'accord. équilibre Et aussi puis, on a eu plusieurs podiums. Ouais, Tu sais, plusieurs équipes sur le podium. ouais, bah quasiment toujours la même sur la deuxième marche. Mais par contre, Oui, ce c'est que je vrai. trouve bien, c'est qu'il y a eu aussi. Enfin, tu sais, moi j'aime bien un peu les symboles. Et je trouve cool. Racing, non. Ah, non, c'est Non, c'est ouais. Elix. C'est Elix. Non, je trouve bien que VDS s'impose. Panis Racing, j'ai l'impression que c'était l'équipe qu'on attendait tout le temps depuis des saisons. Et leur Oui, compteur de victoire a mis du temps à se débloquer. Là, je suis content de les voir au plus haut niveau, avec un équipage où, on le sait très bien, Charles Milesi qui gagne en WEC, qui gagne en ELMS, il y a une vraie passerelle, je trouve ça très bien. Ça démontre en fait la ouais. cohérence et la logique de l'ELMS et du WEC qui s'imbriquent et qui sont des chemins communs vers le haut niveau. Donc il y a ça. Et le deuxième truc que j'aime bien aussi, c'est que Idexport, avec ce partenariat avec Genesis, est aussi, j'ai l'impression, franchi un step, gagne 3 courses. Beau symbole avec Jamie Chadwick qui gagne à Silverstone, c'est quand même sympa aussi. Une Anglaise qui Ouais. gagne la course à Silverstone. Ils n'étaient pas venus là-bas depuis 2019, donc c'est plutôt bien qu'il y ait au moins un vainqueur anglais, en l'occurrence une Anglaise. Et ils Ouais. ont bien réussi la saison. Ils auraient fait une saison, on les aurait pas vus aux avant-postes, on se dirait, waouh, le programme Genesis, il est mal embarqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi IDEC apporte son savoir-faire là-dedans? Ça n'a aucun intérêt. Là, ils ont montré tout de suite un haut niveau qui est lié au pilote, qui est lié à l'équipe, mais qui est aussi lié au pilote, donc je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Et les pilotes, justement, tu faisais la passerelle avec les pilotes du WEC. Il y en a énormément qui roulent en WEC, qui roulent à haut niveau en IMSA. Et je pense que le LMS a de beaux jours avec cette façon de voir les choses, de mettre les LMP2 en épreuve phare. Parce que les voitures sont à piloter, en tout cas de la bouche de tous les pilotes qui roulent en LMP2, des monstres de puissance. Et c'est un bonheur pour eux. Et il y aura de plus en plus de pilotes qui vont faire le double programme, pilote hypercar, pilote LMP2, et donc ça fait monter Ouais. le niveau, parce que quand tu as du Niki Eloli, quand tu as du Charles Milesi, justement, tu le disais, quand tu as Albuquerque, également, je vais peut-être pas tous les citer, mais ouais, Albuquerque qui est un client Candela, parmi les clients, si tu veux, tu as énormément de choses Paul Louchatin, à surveiller en tant que pilote. Et c'est génial, quoi. Ouais, Paul Louchatin, Matteo Chiaroli, Niljani. Pietro Fittipaldi. Tu vois, t'en as plein. Neljani qui est venu ce week-end, ça c'était vraiment génial aussi pour prêter main forte chez DKR. Et tiens, bizarrement, Georgios Kolovos a réussi à faire des meilleures performances avant que malheureusement il ne retombe dans ses travers, mais que d'habitude. Mm. Parce que quand tu as un pilote comme Neljani ou comme Philippe Albuquerque, j'en ai parlé dans mon commentaire ce week-end, ben, je pense que voilà, l'équipe s'apaise, quoi. Et, Oui. et tout va bien.
Et je veux dire, à un moment donné, ok, bah on va dans cette direction, voilà, bah ça va plutôt faire ça, ça, ça. Et c'est super important. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est bien d'avoir des équipes qui sont motivées, qui ont leur place sur le podium aussi à chaque fois. Idexport, malheureusement, avec la 28, n'a jamais réussi cette saison à monter sur le podium, mais tu as Algarve qui en a fait un podium, tu as l'équipe CLX qui en a fait un aussi avec la 47, tu as Nielsen Racing, tu as Vector Sport, tu as Inter Europol qui en a fait bon, plein. Tu vois, je trouve que c'est bien réparti. Et on a eu une belle saison et on se rend compte que même si des équipes sont censées être favorites avant la saison, eh ben rien n'est fait parce qu'il peut tellement se passer de choses parce que tout le monde est à bloc et les erreurs peuvent arriver quoi. Je suis totalement d'accord et ça surtout ça j'ai l'impression que ça annonce comme un peu en WEC où il y a un mercato. J'ai l'impression que la saison ELMS 2026, j'ai aucune vision de qui sera où avec enfin quels pilotes seront dans quelle équipe et avec quelle force en présence. J'ai l'impression qu'on va assister Ouais, à non, un total une washing machine, tu vois, on va changer plein de trucs, j'ai l'impression. Moi, j'espère juste que Tom Dillman sera dans une hypercar bientôt parce qu'il a été élu pilote de l'année. Donc, évidemment, tout ce qu'on vient de dire il y a 5 minutes, on va dire l'inverse parce que c'est lui qui a la meilleure moyenne sur l'ensemble de l'année. Ouais, c'est le meilleur. Mais non, mais parce qu'en fait, si tu veux, il a toujours fait les derniers relais. Donc, il a fait les derniers relais, il avait carte blanche pour y aller. Alors, attends, après, il faut le faire. Mais il a été élu pilote de l'année pour cette raison-là. Mais je trouvais que c'était beau parce que bah, c'est un hommage à son papa Gérard. Il a roulé avec le casque jaune que Gérard avait. Enfin, voilà, moi j'étais tellement content d'avoir Tom Dillman pilote de l'année. Nous d'ailleurs, on avait anticipé parce qu'on l'avait déjà élu pilote de l'année l'année dernière Ouais, c'est vrai, c'est vrai. dans notre cérémonie. Voilà, on va changer cette année. Ça sera pas Tom. Pas tous les ans. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis content pour lui. Et mon idée que ce soit Inter Europol Compétition qui est des Porsche 963, je la garde en tête. Hein. Ça me ferait Mais plaisir. tu vois, Voilà. ça, alors, ouais, on va pas partir là-dessus parce que sinon ça va durer 2 heures. Mais quand tu Non. disais juste à l'instant, tu vois, je te corrige toi aussi. Quand tu disais c'est super les LMP2, non, non, mettez-nous des hypercars non Quoi? hybrides en ELMS et ça sera génial. Oh là là. Foutez-nous. Oh non, mais c'est pas Si, vrai. si. Enfin, en fait, Mais enfin, non, de toute arrêtez, mais façon, arrêtez-le. non, Mais il faut qu'il y ait arrêtez-le. de l'hybride parce que sinon ça va entraîner des complications sur la dégradation pneumatique, sur le fonctionnement, sur les températures. Donc, laissons l'hybride, mais baissons la. Mettons-leur du lest ou baissons un peu la puissance dispo. Mais Oh on là devrait là. basculer Oh sur là 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 là. des hypercars en ELMS. Voilà. Fin du Ah, segment. moi j'y Fin du crois pas. segment LMP2, Ouais, passons au ouais. LMP3. Fin du segment. Track limit, mesdames et messieurs, pénalité, drive-through pour Geoffroy Barr. Ah non, je suis pas du tout client. Alors là, franchement, je suis trop content que les LMP2 soient la catégorie reine. En plus, il y a une nouvelle machine qui va arriver bientôt avec bah, les constructeurs multiples, divers et variés, Oreca, Ligier, qui vont arriver avec leur modèle. Donc ça va être sympa. Et puis je voulais quand même parler de Mathis Jobert, hein, qui a été élu rookie de l'année, et je crois que bah, c'est plus que mérité, parce que c'est quand même un pilote Oui. silver qui généralement fait le dernier relais face à Tom Dillman, face à Charles Milesi, face à tous les cadors. Et il a été capable de faire des relais de malade avec des pneus parfois usés. Et vraiment, bah, c'est la révélation. Et je crois qu'il n'y avait pas trop d'autres choix qui s'offraient aux organisateurs en ce qui concerne le rookie de l'année. Donc voilà, bravo à Mathis, parce que ça a été une saison parfaite, rondement menée, comme on dit. Bon, alors l'MP3. Et il espère Vas-y. revenir en LMP2. Attends, tu rates le LMP2 Oh, mais on Pro-Am, s'en je voulais quand même fout du souligner. programme. Non, putain, c'est pas vrai. On s'en fout pas. Aoba ITF sera aux 24 heures du Mans avec 33 voitures parce qu'ils gagnent partout en Pro-Am. C'est vrai, c'est vrai. Et attends, quand tu fais le compte, quand même, mine de rien, Aoba ITF, donc champion avec Dan Cameron, PJ Hayet et Louis Deletra. Donc, une invitation au Mans. Victoire du Jim Truman machin en IMSA. Ouais. Voilà, by je sais pas quoi. Ok. Ensuite, TF, ils ont quand même bah, l'exploitation des deux Corvettes en WEC. Donc, ils seront là. On en est à 4. Ils vont exploiter la voiture du 13 Motorsport, anciennement AWA, machin, etc. Ok. Et ils vont exploiter la Corvette TF qui a gagné. Ouais, mais ça va se mixer. C'est les deux Corvettes, ce sera les deux Corvettes du WEC, non? Ils vont pas en avoir 4 au 24 heures du Mans. Bah, j'en sais rien, mais bon, il y a bien eu 3 accours. Combien? C'était Cadillac cette année, Wayne Taylor. Bah non, pour moi ça Ah peut, non, ça pour peut moi en être. GT3, tu peux pas avoir. Ah Merci, on ouais? avait combien de Ferrari cette Ah bah année? attends!
Ah bah ils ont gagné leur ticket. Ils vont revendre les tickets? Comment ils font? Ouf. Il y a une plateforme spéciale pour Ouais, c'est revendre les ça. tickets C'est comme d'invitation les ou pas? tickets c'est comme les billets du GP Explorer ou du concert de Maître Gims. Il faut aller sur. Alors non, mais par contre, là où tu as raison, je pense. Alors 4, ça me paraît un peu tendu. Enfin, je sais pas. Après, Attends, mais ils en ont 6 plus une potentielle en Asian non, mais Grand Series. ils ont Ils peuvent vraiment arriver avec 4 7 invitations tickets. différentes Corvette en GT3. Ah bah oui, bah, je viens de te le dire. Ils ont 2 invitations, l'un avec le Bob Atkin Award en IMSA, l'autre avec le titre en ELMS. Les 2 engagements des Corvettes en WEC qui sont là de toute façon, et les 2 invitations LMP2 avec les titres Ouais, Pro-Am. mais les engagements en WEC, l'invitation au Mans est le prolongement de ton engagement en WEC, effectivement, mais. Ah bah alors, laissez gagner les autres équipes, hein, Ouais. engagez-vous pas. Alors par contre, le truc sur lequel je suis d'accord, je sais pas s'ils en auront 4. Est-ce qu'ils ont techniquement et humainement les moyens de faire rouler 4 bagnoles? Oui. TF Ah, Sport, ça je sais pas. je pense, presque, mais bon. Par contre, 3 peut-être, dans le sens où quand même, il y a un truc qui est inédit, et j'anticipe un peu sur le GT3, mais c'est quand même la première fois qu'on a un titre Corvette en ELMS, quoi. Enfin, c'est Bien marrant, parce sûr. que c'est les titres Corvette aux États-Unis en IMSA, que ça soit en WeatherTech ou avant en ELMS, tu les enchaînes, enfin, tu peux en faire un collier avec tous les titres, quoi, hein. Là, c'est la première fois qu'il y a une victoire en ELMS au championnat d'une Corvette, enfin, au classement général final, quoi. Donc c'est quand même un événement. C'est Donc vrai. effectivement, ça pourrait peut-être entraîner la présence d'une Corvette. Ouais, c'est marrant. Ah bah, supplémentaire. Non, mais moi j'en suis persuadé. C'est même pas, il y a même pas à dire autre chose. Non, non, non. Pour moi, ils seront là. Bon, bref. En tout cas, je voulais signaler ça et je voulais signaler aussi quand LMP2 Pro-Am. Mais tu l'as dit, ça se joue aussi beaucoup aux pilotes bronze du début de course. Il y a eu 5 vainqueurs différents en 6 courses. C'est quand même incroyable. Je veux dire, moi, alors je me pose une question. Maintenant, je pense que la réponse est assez évidente, c'est que à un moment donné, il n'y aura pas assez de pilotes bronze, mais pourquoi pas faire la catégorie LMP2 Pro-Am en ELMS en fait? J'ai pas compris. Et ben que la catégorie Rennes, ça soit le LMP2 Pro-Am, qu'on appelle ça LMP2, mais qui est forcément un Ah, bronze dans la voiture. pourquoi? Bah parce que c'est tellement disputé, je te dis, il y a 5 vainqueurs différents en 6 courses. Ouais, Non, t'es pas confiant bah, là-dessus? Je sais pas, parce que le niveau en LMP2 Pro-Am, parce que je vais encore refaire la liste des pilotes qui sont engagés et qu'on retrouve, Mathias Bech, Louis Deletra, Dan Cameron, James Allen, Sergio Sete Camara, Ben Viscal, oui, Nelly mais là Ali tu pour parles ce du pro, week-end, quoi. Mathieu Vaxivière. Ben, ce sont les pros qui encadrent les AM. Et comme les pilotes bronze font un peu la performance, moi je dis que Mais moi je ouais, trouve que ça aurait ça du sens, pourrait mais être intéressant. foutez-leur des hypercars du coup. Ah, mais arrête avec tes hypercars. Non, mais Moi, j'adore les LMP2. non, en vrai, oui, oui, ça aurait plus de sens en fait. Ça mériterait d'être un championnat pro-am, le LMS. Oui, bien sûr. Oui, si, je Voilà, suis assez c'est d'accord. ça. Tu vois, et en fait, bah, t'aurais, allez, combien, je dirais, ah, mais faudrait tout revoir, faudrait revoir aussi le barème de points. Parce que là, tu vois, sur l'année, il y en avait que 8, et donc forcément, tout le monde marquait si, s'il n'y avait pas d'abandon. Donc peut-être qu'il faudrait avoir le barème de points, j'en sais rien, mais je sais pas, je dirais qu'il y a quoi, 11 voitures LMP2, 11 ou 12. En LMP3, il y a tellement de demandes que t'en mets 15 ou Mhm. 16, et LMP3 is the new LMP2, quoi. Et voilà, et c'est parti. Et là, mon plan va enfin marcher pour mettre les LMP3 en force. Ouais, non, mais bah écoute, propose l'idée. Je te donnerai les coordonnées de Pierre Fillon. Je pro... Allez, eh ben, je vais tout de suite le solliciter. J'espère avoir un entretien avec Voilà. lui. Non, parce que franchement, à l'MP3, alors je passe pas plus de temps à l'MP2 Pro-Am parce que bah, on a dit que Aoba ITF avait Ouais, on a fait la remporté mise. le titre. Si quand même ça s'est joué, allez, je vais quand même faire un petit prolongement. Algarve Pro Racing a perdu le titre, vraiment on peut le dire, alors qu'ils arrivaient en tête sur un contact avec une GT3 et ils ont marqué les points de la 8e place. Ils n'avaient plus aucune chance de s'imposer, donc finalement Aoba ITF a réussi, même en étant deuxième, à pouvoir s'illustrer. Donc voilà, c'est plutôt APR qui l'a perdu, je dirais, dans cette dernière course, plus que Aoba Ok, ITF ne l'aurait gagné. Voilà, ok. la seule chose. Et puis bravo à TDS qui n'avait pas gagné depuis Mugello 2024 en LMP2 Pro-Am. Donc voilà, carton plein pour TDS qui a gagné la course en pro et qui gagne la course en Pro-Am. Mais qui la gagne pas en Donc c'est bon. LMP3. Et qui la gagne en LMP3, ils sont pas Voilà. engagés.
Ben voilà, sinon ils auraient peut-être gagné. LMP3, non, bah non, mais c'était dur en même temps de s'imposer dans cette saison. C'est une saison parfaite ou quasi pour CLX Motorsport avec un trio infernal, un trio incroyable, avec Theodor Jensen, avec Adrien Cloménil et Paul Lancher. Ils avaient un trio qui était vraiment, je pense, le meilleur de la saison. Et ils ont fait le record de points sur une saison en ayant un abandon quand Ah même, ouais. hein. Ils ont 5 pôles sur 6, Ok. 5 victoires sur 6, un abandon, donc 130 points en tout, sur combien était possible 156. Donc tu Ouais, vois, propre, 130 sur propre. 156. Record, comme en fait ils avaient déjà le record dans leur escarcelle en 2023, avec, c'était Cool Racing donc à l'époque, avec Adrien Schilla, avec Alex Garcia et Marcos Zibert, ils avaient 121 points. Là, ils ont 130 points. Ça s'est jamais vu depuis l'arrivée des LMP3 en ELMS, donc bravo à eux. Ça a été rondement mené cette affaire. Et ils ont réussi à gagner, à s'imposer devant le Team Virage qui revient de loin parce que le début de saison était un cauchemar. Et c'est M Racing finalement qui perd une place sur le podium sur un problème mécanique à Portimao. Le duo Stéphane Tribodini et Quentin Antonel aurait vraiment, je pense, eu la deuxième position quasi assurée. Donc dommage parce que vraiment c'était une belle découverte de la part des deux pilotes et ça a été rondement mené. Voilà. Alors, il faut pas se focus sur la performance individuelle, mais est-ce qu'on parle un peu de Gian Arion quand même? Parce que bon. Mais bien évidemment. Attends, mais on va en parler des as de la course parce que CLX c'était les as du Ouais. volant, mais l'an prochain, attention, les as de la course RSGP arrivent avec la Duquesne. C'est pas encore fait, mais Ah, je ok. pense que on va essayer de pousser les murs et d'avoir plus de LMP3. C'est en ça que je te dis que ça serait intéressant d'avoir plus de LMP3 en European Le Mans Series parce que ça pousse Oui, oui. derrière. En Michelin Le Mans Cup, on en a. Et si la pyramide doit encore continuer, je pense que ça peut passer aussi par les LMP3. Puis ensuite les LMP2, mais d'avoir peut-être moins Ouais, je d'LMP2 comprends. et des LMP3 qui sont en nombre. Tu vois, c'est vraiment pour cette raison, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui tapent à la porte. RSGP qui a dominé la saison avec Adrien David et Hugo Schwarze. Je pense qu'Adrien David, c'est le pilote Ouais, de ouais, l'année, ouais. clairement, avec les perfs qu'il a faites. Enfin, vraiment, il a creusé l'écart, il a fait tout ce qu'il fallait et il a emmené la voiture à chaque fois aux avant-postes. Donc ça, c'est en Le Mans Cup que ça se passait. Adrien David, je peux pas dire ce qu'il va faire l'année prochaine, mais il sera en WEC. Donc, Ça, en WEC. ouais, ouais, Ah ouais, oui. incroyable. Ah oui. Ouais, mais en même temps, je La pense marche, que lui, il avait le niveau de la il y a un F1. bon step là. Ouais. Ah bah là, il a escaladé, tu vois, il s'est mis à Ouais, ouais. l'escalade comme Sarah Bovy et Hugo de Wild. Ah ouais, propre. Ok. Bah moi, Ah ouais, je l'attends. non, non. Ça, j'ai hâte de voir, hein. Ah bah on l'attend de pied ferme. Je peux te dire que l'équipage dans lequel il sera, t'es pas prêt, je pense. Tu vas me dire ça en off. En WEC. Ah ben je te vais te dire ça en off évidemment. En tout cas Adrien David, performance incroyable. Je sais que ça se joue pas que à la performance individuelle, t'as raison, mais mention spéciale à lui. Et donc mention spéciale à Julien Ouais. Orion qui offre le titre LMP3 Pro-Am à Eric de Doncker et Motorsport 98 en faisant des courses mais fantastiques. Ils se sont battus face à l'équipe Rinaldi Racing. Alors c'est vrai qu'ils partaient de loin, début de saison qui n'a pas été facile. Ils ont quand même victoire et podium. À chaque fois, les relais de Gillian Orion, c'était incroyable parce que justement, dans le Dirty Air, il arrivait quand même à faire des choses magiques. Comme Griffin Peebles d'ailleurs. Vraiment, voilà, tu vois, je vois 3, 4 pilotes comme ça qui se sont démarqués dans le championnat Michelin Le Mans Cup en LMP3 et vraiment c'est solide et Gillian Orion il roulait aussi en ELMS et malheureusement ça l'a pas fait avec l'équipe RLRM Sport parce que il y a eu des petites difficultés, des problèmes mécaniques et des choses qui n'étaient pas Ok. dans leur manche, j'allais dire. À Silverstone, ils se font sortir. Ils terminent quand même deuxième à Barcelone, deuxième à Spa, alors que c'est un équipage où il y a 2 pilotes bronze et un pilote silver. Et à Portimao, franchement, c'était à 2 doigts de fonctionner la stratégie. Et Mais il a un rythme ouf, malheureusement. Gillian Arion quand même. Mais C'est oui, incroyable quoi. mais en plus, ce qui se passait, c'est que Gillian, en fait, avec l'équipe RLR, c'est une des équipes qui ont été pénalisées en LMP3 pour des cotes mal respectées au niveau du Ok. sabot. Mais c'est dingue parce que ce sont des pièces qui sont Oui. usines. Et en fait, beaucoup d'équipes ont été livrées et n'ont pas vérifié ou revérifié. Il aurait fallu mettre une petite cale, petite chose, mais ils ne se sont pas posé la question. Il n'y avait vraiment pas d'avantage, voire, ouais, franchement,
non, il n'y avait pas d'avantage, honnêtement. Et donc la voiture qui était en pole avec Gillian est partie dernière et le pilote de référence devait prendre le volant. Donc en fait, bah, Franck Linger a décidé de faire rentrer Gillian au bout d'un tour. Mais ça, c'est une stratégie qui est horrible finalement. Donc ils ont fait un arrêt court et puis c'est reparti. Ils n'ont pas perdu de tour et ils ont continué, mais ensuite c'était un peu trop difficile dans le trafic. Il y a eu des petites galères. Mais voilà, Gillian Orion, bravo, Adrien David, bravo, Griffin Peebles, bravo. Enfin, vraiment, il y a des pilotes comme ça de référence qui ont su se montrer. Ouais, carrément. Non, mais ouais, je pensais à lui parce que je trouve que Gillian Orion est de plus en plus actif. Enfin, Oui, actif, non, il avait cette année donc ce double programme, comme tu dis, mais de plus en plus médiatisé. C'est ça que je voulais dire. On en parle de plus en non, mais plus, quand on tu le voit de vois, plus en plus. bah Et oui, du coup, non, mais voilà. bah, c'est un pur produit Ouais, ligier. C'est un pur produit ligier, donc peut-être que l'idée, ça serait qu'il roule en LMP2 en ligier, tu vois, j'en sais rien. personne Mais roulant à l'MP2 en à léger. l'avenir. Ah bah, en ce moment. Mais là, il va encore refaire du LMP3, je pense, l'année prochaine. Et il est dans les radars de deux équipes, hein, je te le dis, qui sont engagées à haut niveau. Donc, Bah, moi, je l'aurais dans mes radars, c'est sûr. En plus du fait d'être rapide, je dis souvent ça, je vais vraiment passer pour un faillot. En plus, c'est un mec cool. Et, non, mais, mais oui, non, ça c'est joue vrai. beaucoup. Et ses Ça joue parents beaucoup parce aussi, que. tu vois, Ah ça bah, alors, joue je connais pas tout les parents. l'entourage. Mais en tout cas, lui, il est très cool. On s'est eu la semaine dernière au téléphone. Et en fait, enfin vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, tu sais, quand tu disais Niliani, bon, c'est peut-être le côté suisse de Niliani qui apporte quelque chose. Le côté, quand il est dans l'équipe, je pense que ça apaise un truc. Ça donne une nouvelle dimension. Je pense que Gillian Orion, alors je suis pas en train de comparer les profils, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes âges et les mêmes expériences, mais j'ai l'impression en tout cas que par son approche, son côté à l'écoute, sympa, disponible, je pense qu'il apporte beaucoup et il apportera beaucoup aux équipes dans lesquelles il va aller. Je suis pas son agent, mais j'en fais la pub parce que je sens que c'est un bon gamin, quoi. On signe le contrat tout de suite, natif de Toul, qui est très ouais, serein. Et puis surtout, ce qu'il me disait, parce que moi aussi je veux être son agent. Non mais y a pas de raison que ça. C'est l'Endurance Club qui va être l'agent. On va prendre une com nous aussi. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que il s'est adapté au réglage aussi. C'est-à-dire que chez RLR, il a un type de réglage de voiture parce que Nick Hadcock et Michael Jensen ont un peu plus d'expérience. Mm. Et enfin plus d'expérience, une façon de gérer différemment. Ouais. Et Eric de Doncker a, lui, un passé exceptionnel. Et donc, lui, il peut s'adapter à une voiture peut-être un petit peu plus agressive. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Eric de Doncker, il n'en manque pas d'expérience non plus. Et en fait, bah, c'est un Là, tu parles pour la Michelin comportement Le de Mans voiture Cup, là. complètement différent en Michelin Le Mans Ouais, Cup ok, avec ok. Motorsport Ouais, 98. ouais. Et en fait, bah, Gillian est rapide dans les deux. Ouais. C'est-à-dire que les chronos sont quasi identiques alors que les philosophies de réglage des voitures sont complètement différentes. Ouais. Non, mais c'est la marque, c'est la patte d'un grand, d'un futur grand. Bien sûr, et tu vois, et j'ajouterais Gaël Julien, l'année dernière champion avec RLR, Gaël Julien dans cette voiture numéro 15 justement, c'est pas un hasard tout ça. Ces pilotes-là, ils arrivent et à chaque fois ça performe, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de remarquable et de remarqué. Gillian, il a quand même gagné la Ligue European Series, il a gagné la Michelin Le Mans Cup, il a fait troisième en ELMS en LMP3. Là cette année, bon c'est un peu plus dur en LMP3 du fait de ce qu'on a expliqué, mais titre en Pro-Am, enfin tu vois, je veux dire, chaque année il est sur le podium, ou quasi. Donc vraiment, franchement, bravo quoi. Yes. Passons au Je trouve. GT3, mon cher. Bah non, ça sert à rien parce que TF Sport a un ticket et vous voulez même pas Bah, l'inviter, monsieur. Je... non, mais oui, c'est vrai. Pourquoi parler du. Bah, non, aussi, on peut quand même parler de Si, l'échouage on peut parler. l'échouage à la deuxième place du général en classement pilote pour Oui, c'est ça. Lilou Wadou et pour ses équipiers. Non, Quoi. et ben, tu sais, on peut parler quand même de ce système de success ballast Oh, non. et d'équilibrage de performance parce que on entend que ça va peut-être arriver en WEC. Ah, bah, c'est officiel, non? C'est pas Honnêtement, officiel pour le WEC? Ça a été annoncé, je crois. si ouais, je crois que si ça va arriver. Ouais, le Ça va être success ballast chouette. handicap. Ça Eh va ben, être chouette. je sais pas si ça va être chouette. Honnêtement, T'es un peu ironique. en LMGT3, oui, oui, bah, je me doute. En... Ça va faire plaisir en tout cas aux pilotes Ferrari qui se battent pour le poids. À Et qui Spa-Francorchamps, tentent ouais, pour James Calado. Mais à Spa-Francorchamps l'année Voilà. prochaine, je me demande qui va vouloir gagner, à mon avis. Parce que, tu sais, à chaque fois, c'est non, mais il y a ça, mais on l'applique pas au Mans. Oui, enfin, ok, bon. Je sais pas qui va vouloir bah, c'est gagner ça. les 6 heures de Spa l'année prochaine. Non mais en fait, tu vois, on m'a dit dans le paddock que c'était très compliqué parce qu'il n'y a pas de système parfait évidemment, mais tu verras sur les... Enfin, on a regardé un petit peu les stats sur les dernières années. Généralement, la voiture qui arrive en tête à Portimao, qui est ce sont des montagnes russes, hein, vraiment. Et donc, bah, le poids, il a une importance mais capitale.
bah, généralement, tu arrives en tête, tu as du success ballast, bah tu repars dernier, hein. Enfin, tu veux dire tu gagnes pas le titre. En saison. Ah oui, oui, oui. Bah ouais, donc en fait, si tu veux, je sais pas, je me suis demandé, est-ce qu'on peut pas envisager un système de play-off, tu vois, un peu comme aux États-Unis pour la finale, pas de poids, ou alors des points de bonus par victoire pour compenser le fait qu'il y ait du poids, je sais pas. Mais là, t'arrives et tu sais que tu pourras rien faire. Je veux dire, Lilou Wadou, elle m'a dit, c'était une Ferrari Cup Challenge, quoi. Ouais. C'est-à-dire que toutes les Ferrari étaient, et on l'a vu, sur le classement, entre la, combien, 5e place et la 12e. Mm. Les Ferrari, elles pouvaient rien faire face aux autres voitures. Et la voiture donc numéro 50, qui était une Ferrari parmi d'autres et qui était lestée, bah elle se bat comme elle peut. Et cette voiture, bah, elle a tenté de faire une stratégie qui était osée, audacieuse, mais ça c'est quand on sait qu'on a perdu qu'on fait ça. Tu vois, c'était de se décaler complètement et d'attendre un virtual safety car qui aurait permis de faire un dernier arrêt pour repartir devant et avoir un arrêt gratuit. Et ça aurait été magique. Ils ont fait la course en tête pendant quand même plusieurs relais, hein, chez Richard Mille et F. Corset. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, tu vois, pas changer de pneus, mettre l'essence comme il fallait, de se décaler complètement en stratégie, et ils finissent deuxième. Mais je sais pas ce que t'en penses. Bah, de leur quoi, la deuxième place finale, tu veux dire au championnat? Non, le fait que le Success Ballast, c'est bien, parce qu'au final, bah, on a des vainqueurs différents à chaque fois, donc c'est bien pour le spectacle, et justement, on attend à chaque fois la fin de saison pour avoir une hiérarchie finale. L'année dernière, Lamborghini gagne parce que les Iron Dames laissent passer, etc. Je sais pas si tu te souviens, bien sûr, bien ça sûr. s'est joué à pas grand chose, alors qu'ils étaient quatrième en arrivant. Donc tu vois, ça confirme vraiment que c'est bien ce Success Ballast pour le sport, pour le spectacle, pardon, mais pour le sport, c'est extrêmement compliqué. Je suis pas en train de critiquer les gens qui font justement le règlement. Je Attention me à ce que pose vous des dites, questions. monsieur Drevet, attention. Non, je veux dire par là que, évidemment qu'il faut équilibrer les performances. Je veux dire, c'est le plus difficile, les LMGT3. Il y a des voitures tellement différentes, moteur central arrière, porte-à-faux, moteur Mais là, avant, c'est... moteur... Tu peux... Ouais, mais non, pardon, je vais te corriger une deuxième fois. Vas-y, corrige-moi. Là, c'est pas un équilibre des performances, c'est un success ballast. En fait, tu gagnes, t'embarques des sacs de sable et tu auras moins de chances de gagner la course d'après. C'est pas du tout un équilibre des performances. Non, mais Bah en oui, mais fait, donc c'est du ça coup, tu rates ton début de saison. Mais rate ton début de saison. Oui. T'auras jamais de poids. Mais, Et puis, et du coup, c'est c'est bon. ça qui va arriver en WEC et qui... Bon, bref, je vais pas dire ce que je pense. Mais non, mais attends, tu vois, je veux dire, à un moment donné, la saison, tu gagnes, la course d'après, t'es dernier. Ah oui. Ça se voit tout le temps. Oui. Tu gagnes, la course d'après, t'as Oui. aucune chance. Tu vois, Richard Mille Corset gagne au Castellet, bim, Imola, il marque 4 points. Silverstone, il gagne, Portimao, il marque 4 points. Les Iron Dames gagnent à Barcelone, bim, elle marque 6 points au Castellet. Tu vois les gens qui sont déjà... Après, en LMGT3, on est habitué à ça depuis que la catégorie existe, hein, quasiment. Ce que je veux dire, c'est que en deux temps, la balance de performance, on est habitué depuis... En gros, on en avait déjà parlé, mais c'est un peu la Maserati MC12 qui a créé ce concept de balancer des performances entre des voitures qui sont bien dessinées et qui sont ultra violentes comparées à des parpaings comme des Bentley ou des M4 GT3. Tu vois, ouais. Ça, on est habitué et bon, bah, on s'y fait, quoi. Bon an, mal an, voilà. Parce que la BOP en GT3 est plus interagit sur plus d'éléments que celle qu'on a en hypercar depuis quelques années. La hauteur de caisse, des trucs comme ça. Enfin voilà, donc c'est un peu plus pointu. Et après, le success ballast, bah ça c'est un truc qu'on traîne depuis des décennies, hein, en tourisme notamment. Enfin voilà, c'est pas nouveau. Mais là, tu vois. Je sais, mais le problème, c'est que ça change le comportement de la voiture. Évidemment. Et donc, les pneumatiques sont plus difficiles à gérer. Est-ce que, je reprends toujours ce même exemple, est-ce que Usain Bolt, il courait avec des chaussures en plomb? Bah non. Ou avec un sac, justement, avec un sac lesté, parce que bah ouais, mais il est en moins de 10 secondes. Bah ouais, mais bon, les gars, je sais pas, c'est lui qui s'est le mieux préparé. Donc là. Non, mais alors, j'entends le côté de faire gagner chaque constructeur, ou qu'en tout cas, chaque constructeur ait une chance de gagner. Ça, je l'entends. Oui. Mais le Success Ballast, pour moi, il n'a pas lieu d'être, en fait. Bah, mais alors après, bon, on va se faire... Enfin, je pense qu'en WEC... On bipera cette partie. Non, mais en WEC, faut couper tout le segment. Non, mais en WEC, mixer... J'ai pas regardé tous les détails encore. Mixer du success ballast avec de la balance de performance, j'ai l'impression que déjà c'était compliqué. Déjà c'est compliqué ce truc et on fait ça fait une saison qu'on en parle. Compliqué. Et là je pense que ça va rajouter une couche encore pire de compréhension. Mais ça veut dire que c'est peut-être les équipes qui seront les meilleures pour un peu cacher leur performance. Ça redonne ça, oui. Bah ouais.
pour que les officiels ne le voient pas. C'est toujours comme ça en compétition automobile. Tu as toujours la règle, et puis tu es sur un fil, et puis tu essayes tu vois, de flouer un peu l'organisateur ou le législateur, dans le sens où tu essayes de faire des choses qui sont pas visibles. Donc ça a toujours été le jeu. C'est pour ça que je dis que j'en veux pas aux officiels et aux législateurs. Comment tu veux faire? Tu es face à des gens qui sont super entraînés à justement contourner les règlements. On Donc est... Oui, puis pour moi, c'est surtout, dur. c'est pour ça où là je retombe sur mes pattes, mais on est condamné à avoir ça comme système, parce que si on n'avait pas ça, on n'aurait pas de constructeur en fait. Parce que si on n'avait pas Oui, tout ce qu'on a là, bah vous revenez en 2018 où on s'emmerde copieusement avec Toyota qui est tout seul devant. Parce que les c'est constructeurs ça. n'ont pas l'argent pour venir se battre, donc pour faire des voitures quoi. C'est pas qu'ils ont pas l'argent. Ils ont l'argent, mais s'ils se font bananer tous les week-ends, bah leur board va dire, attendez, qu'est-ce que vous nous faites là? Vous êtes dernier, qu'est-ce que c'est que cette publicité Mm. pour notre Non marque? mais Tu vois, surtout, c'est si plus si, dans ce non mais ouais, sens-là. mais ils ont pas l'argent pour faire un coup d'éclat comme tu vois les années 98-99, D'accord, comme des projets. C'est ça que d'accord. je veux dire, c'est que ils peuvent pas venir se Ben faire oui, torcher 2 fois de suite ou 3 fois de suite au Mans. Bah, la preuve après Porsche, tu vois, ils réduisent un peu la voilure. En fait là, on essaie de leur trouver des solutions pour pouvoir se battre. Mais je l'ai déjà dit, mais ça c'est marrant. Je crois que je l'ai dit dans les premiers épisodes qu'on a enregistrés. Tous les ans, il y aura qu'un seul vainqueur au Mans en fait. Donc si, ben si oui. t'as 10 constructeurs engagés, t'en auras 9 déçus. Non, mais alors En du fait, il faut coup, s'habituer tu à vois, ça. je Il faut rebondis. s'habituer à être déçu, quoi. Moi, je trouve comment c'est. J'avais pas tout à fait cette vision-là, mais je trouve que c'est bien, du coup, qu'on n'ait pas une balance de performance qui soit issue des premières courses, parce que sinon, les Ah bah oui, pilotes oui, feraient, oui, enfin, oui. les équipes feraient rien au début. Voilà, donc ça, je trouve bien, parce que Le Mans, ça a tellement d'aura. Mais pourquoi pas la finale aussi des championnats ELMS et WEC? Pourquoi pas? Tu vois, tu te dis, la manche du Mans parce qu'elle est spécifique, Ouais, mais dans ces et la cas-là, finale parce que. tu vas avoir des constructeurs qui vont te dire, bah si on pouvait faire la finale plus tôt à Fuji, ça nous arrangerait plus Ah que, oui, bah oui, parce ah oui, qu'après. Non, mais moi par on est contre, là d'accord. aussi, si tu veux trouver une solution, après faut qu'on boucle hein, peut-être, mais Mais je sais pas s'il y a des bah solutions. bah, mm, moi j'en verrais une qui serait que, Alors, moi j'en ai une autre. ah bah attends, je te donne la mienne. Moi, ma solution, ce serait Le Mans, les 24 heures du Mans, cette course d'endurance que vous connaissez sans doute. Il Je crois. n'y a pas de BOP, C'est une il classique n'y a pas française. de success blast, il n'y a rien. On est full, vous mettez les potards au max de... On a un règlement bien sûr, on dit, voilà le type de... Les voitures, faut qu'elles fassent 2 mètres de large par machin, faut qu'elles aient Ah bah telle oui, mais surface. attends, Attends, mais là dans ce cas-là, laisse-moi Ferrari finir. gagnerait Attends. tous les ans. Bah oui, mais bon... Ah bah oui, c'est ce qui arrive. Pardon. En fait, voilà, moi, ma philosophie, ce serait de dire au Mans, voilà le règlement, le cadre technique. Alors, on peut pas faire non plus un avion. Euh, voilà Il y en a qui ont Il y en a essayé. qui ont essayé. Vous voyez les codes de la voiture, les types de moteurs autorisés, l'hybride est obligatoire, machin, peu importe, ok, on met des règles. Par contre, c'est full balle. Et s'il y a une caisse qui est 5 secondes devant, c'est eux qui ont fait la meilleure. Par contre, sur le reste de la saison, on équilibre pour... Non mais attends, mais les gens comprendraient rien. Bah, Les spectateurs, bah si, en fait, Le Mans tu- reste le joyau de la couronne, et c'est la course dans laquelle il y a nos limites, et c'est le sport, c'est la plus pure expression des bagnoles, et là on y va, et bah voilà. Et quand on lâche les chevaux, Ouais, mais voilà ce attends. que ça donne. Bah Et sur le reste d'accord. de la Mais saison, alors et ben attends, on essaye pourquoi d'avoir les de la confrontation. constructeurs? Bah oui, mais les constructeurs, ils vont bien essayer. Enfin, j'ose espérer qu'ils essayent de faire les meilleures performances possibles Non, quand ils construisent non, leur en fait voiture. on a perdu moi ce que je pense c'est que depuis ce règlement hypercar, on a les constructeurs, pas les organisateurs mais les Oui, ils se disent que constructeurs, la BOP fera le taf. oui, oui. Et du coup, ils ont perdu la vision qui est de il faut faire une voiture pour les 24 heures du Mans. Il y a que Ferrari qui l'a fait, quasiment. Ok. Pour moi, Et Ferrari a fait Toyota une quand même. caisse Je et pense que Toyota. oui, et Toyota bien sûr, pardon. Pour moi, il y a Toyota et Ferrari qui ont fait des caisses pour les 24 heures du Mans. Les autres ont fait une caisse pour le WEC qui sera équilibrée par la BOP. On peut mettre Peugeot aussi dans le lot. Hein. Peugeot, pour moi, ils ont fait une caisse pour Le Mans aussi. En fait, les LMH, quoi. Eux, ils s'en foutent de gagner à Bahreïn ou à Fuji ou de faire un podium, j'en sais rien. En fait, Peugeot, C'est eux vrai, t'as raison. ils sont là pour les 24 heures du Mans. La première version sans aileron, je sais pas, de ce que je comprends, le principe est un peu foiré, la caisse est loupée, mais en vrai, il y a quand même une audace de dingue Ouais, ils ont elle, essayé, elle bien était sûr. sans compromis. Et du coup, elle a été faite pour Le Mans. Ben, moi, c'est ça la philosophie. C'est faites une. Moi, je veux. Mais même avec cette histoire des pneus carrés. Mais Enfin, carrés. ouais, la Des montre, pneus au carré, ouais, pardon. ouais. Mais tu vois, moi, j'irais dans la philosophie à Parce que sinon, c'est l'opposé. Menezes qui met les pneus carrés. Ouais. Moi, je serais à l'opposé de la philosophie actuelle. Je dirais, faites une caisse pour Le Mans. Et pour les autres manches, on les équilibrera et on trouvera des solutions. Mais au Mans, on roulera sans limite. Vous faites ce que vous voulez, quoi. Et c'est comme ça que tu peux aussi raccrocher des trucs intéressants. C'est comme ça que tu vas dire aux gens, on va aller chercher le record de la distance. On va aller chercher du 350 en pointe.
on va... Putain, c'est ça, quoi. Pardon, je m'emporte, mais... Oui. Non, mais je vois que tu t'emportes et moi je serais d'accord avec Putain, toi dans le sens où ça serait génial, un peu comme le fait la F1 je vais écrire finalement. à Pierre Parce Fillon que aussi. non, mais oui, voilà, j'ai l'adresse, du coup, je te la redonne. Non, mais en fait, ça serait la course à l'armement et Non, donc non, les coûts non, ça ne serait que seraient le pas Mans. Ça maîtrisés. serait que le Mans. C'est pas une course à Ah bah oui, l'armement. mais Le attends. reste de la saison, les caisses seront un peu plus bridées, un peu plus adaptées. Quand on est à Bah oui, Imola... mais non, mais si tu développes Hmm. la voiture, ça va te coûter cher, c'est ça que je veux dire. Je sais pas. Ouais, en fait, Je suis c'est vrai que je partagé. dis n'importe quoi parce que je me rends Non, compte de ma je trouve ça connerie parce bien. qu'effectivement, tu fais une caisse full pensée pour le Mans, elle sera jamais Bah exploitable oui. dans un circuit sinueux. Oui, c'est vrai que je suis complètement con. Je sais pas, moi je trouve, mais oui, mais on flambe, voilà, on est comme ça. Non, alors après, moi j'ai pensé à autre chose Les pour quitte le Mans. équilibrer les performances du LMGT3 par exemple, comme le faisait SRO avec Jean-Marc Gounon et Christophe Bouchu. Ah oui, oui, T'organises oui. sur les, non mais sur Oui, le oui. week-end. Je parle pas de faire plus de trucs. Sur le week-end, t'organises une séance d'essai. Mais peut-être que ça passera pas, j'en sais rien en termes de timing. Je te dis, une séance d'essai avec un pilote de référence qui teste toutes les voitures. Waouh, waouh, waouh. Donc peut-être que ça occasionnerait des coûts supplémentaires, mais pour ce week-end-là en particulier, bah du coup tu sais quelle voiture a fait une 32 machin. Non, ça serait pas jouable, ça c'est utopique de ma part. Je sais pas. Mais là je me dis que là ça serait le mieux, parce que ça serait fait pour chaque circuit. Parce que t'as gagné à Silverstone, tu as une BOP qui est pas favorable pour la course suivante qui est à Monaco. Bah, ça n'a rien à voir comme circuit, tu vois ce que je veux Ouais, dire. après, ça a quand même, ça nous a quand même donné de très bonnes années en WTCC, ça nous a quand même donné de bons trucs, tu vois. Et en GT3, en Oui, fait, parce que c'est personne s'en plaint serré. de trop. Enfin, Non, mais même moi, je m'en plains pas. T'as 4 vainqueurs différents en 6 courses, voilà. c'est parfait. Mais c'est difficile de lire la BOP parce que, par exemple, en ELMS, t'as une seule Corvette. En WEC, t'en as deux. Bon, ok. T'as une seule McLaren. Si le pilote bronze, il fait n'importe quoi, que t'as pas de résultat, la bonne BOP du début d'année, imaginons, bah, elle reste pour la fin d'année. Là, ici, à Portimao, les McLaren, elles étaient à avion. Je sais même pas comment ils ont pas gagné. Normalement, c'est McLaren qui devait gagner haut la main. Wayne Mhm. Boyd, il a fait qu'une bouchée de tout le monde. D'ailleurs, Sarah Bovy, bravo, parce que pendant son relais, elle a tenu Garnet Patterson. C'était incroyable. Elle est restée, alors elle n'a pas pu doubler, mais elle est restée dans les roues de la McLaren. Elle a rien lâché. Le relais suivant, Wayne Boyd, il a fait qu'une bouchée de Mitchell Gatting, Mhm. et c'est normal, Mhm. parce que la BOP était, je pense, en faveur de McLaren. Mais tant mieux, parce qu'ils n'avaient rien fait de l'année. Tu vois, donc, je, je sais pas, c'est difficile Ouais, de lire ça. je me rends compte des propres contradictions de ce que je viens de dire. Oui, oui, non, mais... Mais oui, mais et ben donc tu vois, on se met à la place des organisateurs, bah voilà, Non, mais c'est voilà le horrible. problème qu'ils ont. Donc c'est horrible et tu pourras jamais contenter tout le monde. Donc voilà, on a peut-être des idées parfois, mais on essaie, en tout cas l'ACO, LMEM, mais ils essaient de faire au mieux. Ça soyez-en sûrs, c'est une certitude. Maintenant, voilà, il y a forcément des constructeurs qui vont essayer de tirer un peu la couverture à eux, d'autres qui vont dire mais attendez, mais moi si je m'en vais, machin, votre championnat il tombe, il périclite. Ferrari, qu'est-ce qu'ils font en Formule 1? Tout le temps, ils essayent de changer les réglementations et tout. Ça a été fatal à Renault, par exemple, en termes de moteur. Tu vois, Renault était parti sur une idée, je sais que tu es moins spécialisé de Formule 1, mais tu as Bring Back Viten, donc c'est bon. Maintenant, C'est maintenant, tu connais le c'est bon, podcast. ouais, non, Ce que je je veux dire, recommence à me mettre à jour, ouais, non, c'est bon. tu vois, et ben en fait, Ferrari a œuvré pour que la réglementation change. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Renault, ils étaient partis dans une direction, ils ont dû tout remodifier, et ça a été le début de la fin. Donc voilà, ça a toujours été comme ça, les constructeurs, ils savent faire. La Porsche, je suis très très surpris qu'ils s'en aillent du WEC, mais voilà, c'est vrai que c'est c'est malheureux, mais ça fait partie du jeu aussi. Voilà, Ouais. on n'y croyait pas, et pourtant ils l'ont fait. Voilà. Ouais, et ça peut peut-être redonner un peu d'air quand même au WEC. Enfin, on verra comment ça va se. Mais je On pense qu'on verra. aura le temps de J'espère en tout disserter cas. sur ça, sur le WEC, sur les nouvelles règles. À mon avis, on Oui, va disserter là-dessus. on se fera un petit panachage de nouvelles règles Ah ouais. qui sont arrivées. On aura plus de détails parce Sublime. que Petit Cédou, Nico RST également nous ont posé des petites questions, notamment sur l'engagement de deux voitures parce que le règlement veut que ce soit deux hypercars qui sont engagés sous la même entité. Exactement. Donc on peut pas avoir une équipe Inter-Europol et une équipe Proton. Mais moi je pense que Proton, ils ont deux châssis. Donc j'ai envie de les voir en WEC et j'ai envie de voir Porsche qui a son invitation en étant champion IMSA, être avec Kevin Estre, avec Lorenz Vantor et avec je sais pas qui parce qu'ils sont tous en train de partir les pilotes, Mathieu mais Jalil. qui reste? Ma- Oui, alors je suis pas sûr qu'il reste. Quel pilote pourrait quel pilote pourrait rester chez Porsche? Bon bref, Anstuck. en tout cas des pilotes Porsche. Hanstuck, voilà.
Et bah, tu le mets dans la voiture avec Kevin Est, c'est bon, ça marche. Non, non, mais voilà, c'est vrai que je serais content qu'il y ait deux équipages Proton. Ah bah si, Julian Lower, je suis bête. Oui. Ça en jetterait. Julian Lower, Lorenz Vanthoor et Et Kevin ça, et Est que dans ça une gagne, tu vois, voiture. ça débarque, c'est l'invitation, ils font pas la saison, ils gagnent le Mans, Ça mais serait moi beau. j'adore. Ça, alors ça, je prends tout de suite. Non, mais je pense qu'il faudrait. Ah non, il ferait pas la saison. Ah oui, Ouais. il y aurait 3 963 engagés. Mais non, mais Ah oui. en fait, ça. Ah là là, aujourd'hui, putain, il va falloir que je me bip, il va falloir que je bip tout ce que je dis. Non, je rigole, je vais rien biper de ce que j'ai dit. Ça, tu vois, moi j'adorerais qu'on revienne à cette époque où, certes, ok, t'as des engagés en WEC, mais là, il y a quand même une espèce d'injonction qui fait que le vainqueur du Mans doit être en WEC, en fait. Enfin, c'est même sûr. Il est forcément dans le WEC, Ah en oui. fait, parce que c'est que les hypercars qui sont dans le championnat WEC qui sont invités aux 24 heures du Mans, sauf les 2-3 invitations qui sont distribuées. Mais ça, tu vois, en fait, je pense qu'il va falloir arrêter avec cette vision trop restrictive. Là, pour le coup, je m'adresse aux organisateurs. À mon sens, il faudrait, maintenant qu'il va y avoir des hypercars en Asian Le Mans, eh ben, demain, quand je dis demain, ça sera peut-être 27-28 aux 24 heures du Mans, on pourrait avoir un vainqueur au général qui soit issu de l'Asian Le Mans Series, comme il pourrait être issu de l'IMSA, hein. Si c'était Wellen qui avait gagné avec la 311, Tout à fait. ça aurait été un... Mais c'est pas grave, en fait. C'est très bien. C'est pas grave. Moi, à une époque, aux 24 heures du Mans, j'aurais kiffé voir une Ferrari 333 SP gagner. C'est une caisse en livret Momo, genre de caisse qui était pas engagée dans le championnat FIA en Europe, mais qui roulait par exemple aux 24 heures de Daytona. C'est pas grave. C'est vrai. En fait, Le Mans, c'est une fête, quoi. Le Mans, c'est vraiment la course qui rassemble tout le monde. Quand je dis le monde, c'est avec un grand M. Oui. Donc en fait, c'est pas grave si c'est pas un concurrent du WEC qui gagne, quoi. Si c'est un concurrent du championnat. Pour toi. Oui, pour moi. Non, mais c'est mon avis. Mais en termes d'image. Non, mais en termes d'image, c'est compliqué. Comment Pourquoi tu te dis que ceux qui font toute la saison de WEC se fassent battre sur leur terrain, entre guillemets, face à quelqu'un qui arrive? Je sais pas si ça serait bien vu ou Mais pas. c'est pas leur terrain. En fait, c'est pas leur terrain, c'est ça. C'est qu'on veut mettre les 24 heures du Mans sous cloche dans un championnat, mais les 24 heures du Mans ont toujours eu cet aspect. Les invitations existent comment toujours. tu développes le WEC? Ils veulent développer le WEC. Ils ont raison de vouloir développer le WEC, et moi je suis le premier à vouloir développer le WEC. Et donc si tu mets les 24 heures du Mans encore un peu différents, alors, elles ont une place différente, évidemment. Je t'avais dit, il faut faire que toutes les courses soient différentes. Il faut qu'à Fuji, on ait des concurrents, des hypercars engagés par des équipes Jap et chinoises. Les manches américaines, il faut rajouter 10 places sur la grille pour des équipes américaines. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mais c'est compliqué, je sais. Mais voilà, c'est à l'opposé de la standardisation actuelle de la société. Mais il faudrait que sur chaque manche, on ait du picking comme ça, qu'on fasse venir des engagés en plus. En Italie, tu me rajoutes des 296 GT3 qui sont par BMS Scuderia, j'en sais rien. Tu vois. C'est ce qui se passe avec le World TCR, où tu as un petit noyau qui reste de concurrents. Yann Erlaché, etc., Santiago Urrutia, enfin ce que tu veux. Et à côté, parce que moi je les connais pas, donc ce que tu veux. Bon, d'accord, ok. Et t'as les pilotes locaux. Et c'est un petit peu l'idée de Stéphane Rattel, qui n'a pas vraiment tout à fait fonctionné comme prévu, mais c'était ça. C'était de faire un GT World vraiment, un Intercontinental Challenge, je sais pas quoi. Intercontinental GT Challenge. Mais voilà. Et ça, tu vois, et en vrai. Mais ça prend pas. C'est dur. En vrai, tu fais ça. C'est dur parce que. Vas-y. Non, mais là, il n'y a pas assez de concurrents à l'année qui font que ton championnat soit vraiment reconnu. Là, en WEC, ça pourrait être fait. T'as raison. Là, ils sont 36. Et bah, tu peux dire que par week-end, t'as 2 places offertes. Enfin, pas offertes, mais en tout cas, t'as 2 voitures supplémentaires ou 4 voitures qui peuvent arriver. C'est vrai que ce serait pas mal. Ouais, oui. Puis, ça développerait aussi l'intérêt local. On va finir là-dessus, mais le WEC a besoin de trouver un public en local, je veux dire, des spectateurs qui viennent, voilà. Ils ont besoin de trouver des relais de communication locaux. Bah voilà, quand tu organises une course au Brésil, bah, tu autorises 3 ou 4 équipes. Après, il faut qu'il y ait le niveau, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une filière aussi. Hein. Tu vas pas faire venir une équipe qui vient du tourisme et qui roule avec des vieilles Mustangs crado, les faire rouler en hypercar. Attends, après, ça peut être une équipe. Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une équipe qui a sous sa patte le projet Racing for Brazil. Et puis t'as Doudou Barrichello, t'as je sais pas qui. Mais voilà. Sauf que cette même équipe, elle sera Racing for Japan et Racing for États-Unis et Racing for machin. Ouais, ok, ça c'est bien. Le hard chip racing. Racing for Orlando. Avec. Voilà.
Ah mais ça serait vachement bien ça. Racing for France, Racing for Spain, Racing for Brésil, Racing for everything quoi. Bah oui. We are the world. On fait un championnat avec que des Racing par pays. Ou alors non, avec des clubs de foot. Ouais, faudrait qu'on fasse ça. Bon. Ah ouais, alors. ça serait pas mal. Avec des monoplaces, Ouais, ça serait bien et on l'appelle la Super League. Allez. Enfin bon, un truc comme ça. Question ou Ah non, c'est quoi ton actu d'abord? Attends, moi, l'actu de j'en ai Antonio pas. Félix da Costa Pas, moi. est dans l'Alpine A424 sur le circuit Bugatti en ce moment. Voilà, parce que comme ça au moins on parle de WEC et on montre qu'on est en direct et que on est bien sur la bonne semaine. Parce que oui, Antonio Félix da Costa sera bien chez Alpine l'année prochaine. Voilà, si vous vouliez la confirmation, eh ben, il a roulé il y a quelques jours sur une journée track day. Oui, c'est quoi ton actu? Bah si, moi je veux tout connaître de ton agenda, mon cher Geoffroy. Qu'est-ce que tu nous réserves sur ces prochains jours? Pas grand-chose. Des articles? Non? Oui, non, enfin oui, je suis plus sur l'historique là. Non, mais si. Non, mais je fais des trucs, mais pas qui vont pas être visibles sur Endurance Mag. Mais comme d'hab, je partagerai ça en temps voulu. Je développe des trucs plus sur le classique, sur Classic Auto notamment. Voilà, j'écris. D'accord. Ça tombe bien parce que la semaine prochaine on va faire un épisode sur le classique, voilà. Donc ça sera plutôt. Bah voilà, adapté. C'est là où j'en parlerai un peu plus. Et donc non, pas d'actu particulière. Écoute, je suis pas tranquille. plus. Non, voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoute, très bien. Moi, je reste très actif en revanche parce que là, ce week-end, je vais commenter la Moto 2, Moto 3 sur Canal+. Donc de nuit, voilà, horaire de nuit, oiseau de nuit. C'est à Sepang que ça se passe. Donc bah, je suis content aussi de pouvoir montrer que je ne fais pas que de l'endurance ou que de la monoplace. Je peux aussi enlever 2 roues et prendre un peu Bien d'angle. sûr. Ça va. Mais oui, mais évidemment. Et ça va me faire très plaisir de retrouver donc aux commentaires Louis Rossi. Et puis Trajectoire qui continue, qui ne s'arrête pas. J'ai enfin sorti Maxime Martin. Et ben il y en a d'autres qui vont arriver, mesdames et messieurs. Ah non, j'ai un peu de retard. J'avoue, j'ai un peu de retard. Mais il y a de beaux clients, que ce soit des team managers, des créateurs de contenu, des pilotes, des ingénieurs. J'en ai un peu partout dans ma besace, et que ce soit des récents ou des classiques. Euh, Franchement, honnêtement, j'ai pas calculé, je crois qu'il m'en reste encore 16 des épisodes que j'ai enregistrés et que je dois encore monter. Donc pour les 16 prochaines semaines, j'ai déjà ce qu'il faut. On est pas mal. Ouais, ça commence à faire un bon stock. J'ai du retard. Je vous avais dit que j'avais du retard sur le montage de l'épisode de Maxime Martin ou pas? Je crois qu'on était au courant, ouais. Voilà, d'accord, parce que ça devait sortir début juin. Donc là, il est enfin sorti et je suis trop content parce que j'ai sorti cet épisode qui, pour moi, est vraiment un épisode de référence avec Maxime qui est une crème. Et donc, on a parlé de Fred Griffney, l'associé de Maxime sur Maximize, son management, là, comment dire? J'allais dire son équipe. Son agence de management. Ok. Et Fred Griffney vient me voir à Portimao, il me dit bonjour Fred Griffney, je l'avais jamais rencontré. Et du coup je le fais commenter ce week-end, je l'ai fait commenter à Portimao, c'était génial. Le podcast Trajectoire réunit des hommes et des femmes. C'est beau, voilà c'est beau. Mesdames et messieurs ce qui se passe. C'est beau. Non, je suis content. Et donc j'ai rencontré Fred Griffney et évidemment une petite pensée à sa sœur ou en tout cas à la famille. Voilà, parce que Caro était évidemment très apprécié de tout le paddock. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu nouer des liens avec Fred. Et je suis content qu'il soit venu dans la cabine. Donc voilà un peu pour les actus. Et puis Motorhome, mon nouveau format que j'essaye aussi de promouvoir, eh bien continue. Donc j'ai fait un épisode sur Peugeot Sport et qui a priori bien plu. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, eh bien n'hésitez pas. C'est sur Radio Sport que ça se passe. Et là, eh bien, il y a le prochain épisode qui va arriver sur tout comprendre sur le sidecar. Voilà. Okay. Je parle des coulisses du sport mécanique, j'avais prévenu, et donc ça peut être divers et varié, et les sujets sont tous très intéressants et très importants, et voilà, et on cherche toujours des soutiens, que ce soit moraux, financiers, etc. Donc voilà, si vous avez envie de communiquer sur du sport mécanique, eh ben, il y a l'Endurance Club, et il y aura bientôt aussi Motorhome. Voilà, comme ça au moins, c'est parfait. Très bien. Ça va, c'est parfait. bien. Non, très bien, très bien. Voilà. Bon, voilà. Écoute. Alors attends. Maintenant, la top question. Ah bah quand même. Je veux ce jingle qui nous fait tant vibrer. Là aussi, la semaine dernière, j'ai beaucoup apprécié. Top jingle, top position. Je vous propose de jouer avec nous 36-15 côté F1 pour le petit jeu top position. Donnez-nous les 3 premiers de ce Grand Prix de Monaco dans l'ordre.
À vous, Jean-Louis. Bon, alors, putain, je deviens Jean-Louis. Du coup, réponse... je te rappelle que t'es célèbre. Ouais, c'est vrai. Réponse à la question de la semaine dernière. On avait demandé quelles étaient, puisqu'on avait dit qu'il y en avait plusieurs, les femmes qui avaient le plus de victoires en IMSA, mais uniquement depuis 2014, depuis la fusion Grand Am à LMS. Exact. Alors, réponse, donc elles sont 2. Parce que t'as voulu faire une question plus facile, évidemment, pour ça. Bah, ouais, bon, c'est pas forcément simple, hein, j'avoue, je pense que, enfin, ceux qui vont chercher, en tout cas, j'imagine que c'est, enfin, je sais pas comment ils font, mais voilà, moi je sais où j'ai l'info à la base, mais je sais pas où ils ont été la chercher. Oui. Réponse, elles étaient 2, donc, on est sur Christina Nielsen, qui a 59 départs, et qui a 4 victoires. Ouais. Et elle est à égalité. Parfait. Elle est à égalité avec, merde, j'ai mangé son nom, Catherine Legge. Catherine Legge qui a 92 départs et 4 victoires. Donc là, je parle uniquement dans cette phase depuis 2014. Voilà. Pas mal. Alors du coup, moi je vais ajouter parce que j'ai rendu la question un peu plus difficile. Et Panos 81 l'a bien noté, tu voulais les évidemment. courses précises, non? C'est ça ou... Parce que je vous avais demandé combien de départs, donc tu l'as dit, combien de victoires, et peut-être si vous aviez des informations supplémentaires. Donc je vais réussir à être complet. Donc Christina Nielsen, tu l'as dit, 59 départs entre 2014 et 2021. Les 4 victoires sont sur Ferrari, 2 pole positions et 2 titres à son actif quand même, en 2016 et 2017 pour Christina Nielsen. En GTD, tout à fait. D'ailleurs, c'est que en GTD que les deux se sont imposés. Et Catherine Legge, donc entre 2014 et 2024, même entre 2008 et 2024, même si on ajoute encore, parce qu'elle a roulé avant, elle a 92 départs, mais 93 engagements. 4 victoires en GTD sur Acura. Elle a une pole position et elle a été vice-championne en 2018. Et on lui ajoutera à ses 92 départs, 9 en plus dans la catégorie ALMS et Grand Am, parce que je sais que certains l'ont demandé. Donc voilà un petit peu la spécificité. Et donc Christina Nielsen et Catherine Legge, certes, ont 4 victoires, mais tout en GTD, alors que Lilou Wadou est la seule femme avec 2 victoires dans 2 catégories différentes, en GTD et en LMP2. Et ouais, exactement. Et Catherine Legge, je crois, ou alors je m'en porte dans un truc, mais elle n'aurait pas roulé dans la Delta Wing, la version moche qu'elle a fermée. Mais oui. Ça, je me souviens de ça. Évidemment. Je me souviens de ça. Et elle a même roulé avec succès en monoplace, etc. Enfin, elle a une sacrée carrière, Catherine Legge. Oui, non, mais je voulais pour le focus IMSA, je crois me souvenir qu'elle était dans cette Delta Wing toute dorée, qui était, enfin argentée, qui était, ouais, fallait arrêter là. C'était 2014 là, fallait arrêter le projet. Ouais, non, mais on est d'accord. Stop the count. Ouais, exactement. Et mais donc en fait, on a eu quand même des bonnes réponses, même si ça n'a pas été parfait. Je m'explique. Endurance Légende nous a dit que Christina Nielsen avait bien des victoires, mais il nous en a cité 2. Catherine Legge, il nous a dit qu'elle était aussi victorieuse, et il nous a cité Lise Hallyday pour la plus victorieuse avec 6 victoires. Oui, d'accord, mais on a parlé à partir de 2014. Donc c'est vrai que Lise Hallyday a plus de victoires, mais elle n'a pas ces victoires-là en IMSA depuis 2014. On a Pierre-Louis qui, lui, nous a dit que c'était Christina Nielsen qui avait gagné en IMSA et qui a 58 départs. Aïe, 59. Il en manque un. Il manque petit. Il en manque un. Mais bravo, parce que Christina Nielsen, donc, elle a gagné en IMSA. La réponse était à l'origine celle-ci. Et Catherine Legge, évidemment, bravo. Mais par contre, tu nous as cité 96 départs en IMSA et Grand Am. Ben non, parce que en fait, si on cite la LMS, le Grand Am et l'IMSA, eh ben on est à 101 départs. Voilà pour la précision, et pas 96. Et puis Panos 81 qui nous dit aussi, alors je sais pas où vous avez cherché parce que vous avez la même réponse, Catherine Legge avec 96 départs. Pour moi, il n'y en a pas 96. Il y en a donc 92. Et il nous a cité les victoires, donc bravo, avec l'Acura, donc justement, à Belle-Île, à Laguna Seca, Watkins Glen et encore à Détroit. Et puis Christina Nielsen, là c'était bon. 59 départs, 4 victoires, bravo, là ça a été impeccable. Donc vraiment, l'honneur de Don Panos est sauf pour Panos 81. Mais bravo et merci à vous. Vous avez été plusieurs à donner des réponses, pardon, mais pas tous et toutes à donner des bonnes réponses. Je suis quand même content d'avoir rendu la question un peu plus difficile. Voilà. Bon, du coup, cette semaine on fait pareil. On fait une question assez simple. Oui, parce que c'est toi qui donne les questions, évidemment. C'est simple. On fait une question en rapport avec le Portugal, puisque c'était la finale de l'ELMS. Eh ben oui. On va vous demander cette semaine quel est le meilleur résultat d'un pilote portugais aux 24 heures du Mans. Et qui c'est du coup?
Et combien de départs il a. Ah bah non, mais moi, attends, mais je veux quand même. On veut son pédigré, quoi. On veut la fiche complète de ce pilote qui est le meilleur résultat d'un pilote portugais 24 heures du Mans. Qu'est-ce que c'est et c'est qui, voilà. Voilà. C'est clair. Et quand même, le nombre de départs, quand même, voilà. On veut tout savoir, en fait, de cet homme ou de cette femme. Peut-être que c'est une femme portugaise qui est la mieux classée. Je ne sais pas. De notre ami portugais. Et ce n'est pas Pedro Cucchero qui, lui, est souvent bien placé parce qu'il mène toujours les courses, puisque c'est le pilote du safety car. Et ce n'est pas Thiago Montero, non plus. Ah, ça aurait pu. Tu donnes des indices. Ouais, non, mais faut pas que je cite tous les pilotes portugais. J'en connais pas beaucoup en même temps. Non. Ouais, voilà, comme ça, Il y en a eu. Bien. Non, mais c'est bien. On fera une autre. Ouais, mais on fera une autre question avec tous les pilotes portugais qui ont roulé, etc. Oh, ouais. Mais j'avoue qu'on n'a pas eu le temps de tout chercher, donc on se serait piégé nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est bien qu'on fasse des questions en lien avec un petit peu notre actualité. Bon bah voilà. D'autant plus qu'Antonio Félix da Costa est officiellement chez Alpine, donc ça se fait. On vient de l'apprendre en enregistrant, donc c'est bien. Le communiqué est tombé, la photo devant la voiture, effectivement, sur le Bugatti un peu trempé. Le téléphone bleu a sonné. Ouais, j'ai eu en direct l'information, et donc voilà, c'est bon. Parfait. Ah ben voilà, on est calé. Bon, ben on aura fait un petit peu de rab sur cet épisode qui sera bipé et non, coupé. Non, il y aura rien du tout dans celui-là. Non. J'assume tout ce que je dis. Bon, d'accord. On assume. Non, mais en même temps, ce sont des discussions qu'on a et on aimerait avoir votre avis aussi. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube comme vous le faites ou sur les plateformes d'écoute. Quand je changerai mon téléphone, j'aurai vos réponses, je vous le dis. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à faire des petits boosts aussi, parce que je sais que a priori c'est assez apprécié. Et puis merci pour vos retours, parce que ce soit dans le paddock ou ailleurs, sur les réseaux, vous nous faites de bons retours et on en est super content. Franchement, Ikiki, Cédric, Stéphane, Tango Alpha, Sharon, voilà, vraiment, vous avez été parfait. Non mais c'est vrai, mais bien d'autres. Mais je ne cite que ceux dont je me souviens, mais n'hésitez pas à en écrire plein. Mais non, mais c'est vrai, vous écrivez plein de messages et comme ça, on vous cite évidemment. Je sais qu'il y en a plein qui voulaient me faire un petit coucou, enfin plein, je m'enflamme, non pardon. Il y a eu quelques personnes qui ont voulu me faire un petit coucou dans la cabine, mais à Portimao, mais c'était difficile de s'organiser avec les invités que j'avais. C'était un vrai hall de gare. Je crois que j'ai eu, je sais pas si j'ai bien compté, mais 12 invités pendant 4 heures pas mal. de course. On est bien. C'est pas mal. Je crois que c'est ça, 10 ou 12, je sais plus. Mais c'était génial, tu vois, on a eu Adrien Cloménil qui roulera en LMP2 l'année prochaine pour l'équipe CLX, on a eu Julien Schell, on a eu Adrien David, Didier André, enfin bon bref, plein d'invités, j'en oublie, David Bristol, notre confrère de Endurance Live, toujours au taquet. Et voilà, et on s'est bien régalé, et c'était une belle journée d'endurance pour moi, parce que 8 heures de commentaires, Michelin Le Mans Cup et ELMS, j'ai pas fait ça souvent, et... ça fatigue. Ouais, c'était un bon week-end. C'est bien, le rythme va quand même être plus calme dans les semaines à venir, rassure-moi. Oui, un petit peu, sachant que je commande de nuit à partir de vendredi matin, oui. C'est bien calme. Et je commande, je vous l'ai pas dit, si je vous l'ai dit, mais je le répète, le WEC évidemment, les 8 heures de Bahreïn, ça sera dans 2 semaines sur Eurosport. Je préfère le redire, comme ça au moins, peut-être que vous nous suivrez, voilà, sur Eurosport ou en replay. Yes. Mais non, mais je suis trop content de commenter cette course, alors voilà, je le dis. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu as bien raison. On ne m'arrête pas. Bon, mais merci Geoffroy, en tout cas c'était un plaisir comme d'habitude. Hein. Plaisir partagé, je me suis un peu emporté aujourd'hui. Bon. Oui, mais bon, t'inquiète, on sera plus calme la semaine prochaine, on ira dans le classique et on aura peut-être un invité avec nous pour parler de plein de belles choses et de cette saison, parce que c'est pas fini, il y a encore les 2 tours d'horloge qui arrivent, je serai justement au Castellet pour cette épreuve, donc voilà, on va parler de classique la semaine prochaine, j'espère que vous serez avec nous, en tout cas vous savez où nous trouver, puisque si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, eh bien toutes les semaines on se retrouve sur les plateformes audio ou vidéo YouTube notamment et sur Endurance Mag. Merci Geoffroy, à très vite, merci à toutes et tous. On se retrouve dans moins d'une semaine pour la suite de nos aventures de cet Endurance Club qui ne cesse de grandir et de cette Top Question qui ne cesse de diviser pour les différentes réponses. Allez, très bonne semaine à toutes et tous. Salut.